Au fil des siècles, la science a repoussé les frontières de la connaissance, mais certaines énigmes demeurent comme des cicatrices sur la toile du réel. Des éclats de rayonnement surgis de nulle part, des murmures gravitationnels venus des premiers instants du cosmos, des lueurs bioluminescentes dans les abysses. Ces phénomènes définent comme nos modèles, troublent nos certitudes et rappellent l'étendue de l'inconnu. Dans la pénombre de l'univers, chaque question sans réponse est une porte entr'ouverte sur l'invisible, un écho lointain qui souligne la fragilité de nos repères. Les scientifiques, armés de leurs instruments, se heurtent à cet impénétrable voile où les lois semblent vaciller. C'est dans ce vertige silencieux que naît l'élan de la découverte, plonger plus loin, sonder l'insaisissable et habiter l'émerveillement. Et pourtant, dans l'éclat de l'imprévu, se dessine la promesse d'un avenir insoupçonné. Dans l'immensité silencieuse du ciel nocturne, des éclairs de radio surgissent sans prévenir, comme des clignotements fugitifs venus d'un monde insoupçonné. Ces impulsions d'une durée à peine mesurable percent l'obscurité cosmique et se dissipent avant que l'oreille humaine n'ait eu le temps de s'en rendre compte. Pourtant, derrière leur brièveté extrême se cachent des énergies colossales, équivalentes à l'émission solaire de plusieurs dizaines d'années, compactées en un souffle de millisecondes. La première de ces anomalies fut captée en 2007 par un astronome qui scrutait les archives du radiotélescope de Parkes, en Australie. Duncan Lorimer, en relisant ces données, tomba sur un pic éphémère d'intensité étonnante, sans équivalent connu. Ce sursaut sabbatisé à son nom ouvrit une porte nouvelle sur un univers où l'imprévu règne sans partage. Depuis lors, des dizaines d'autres signaux ont été enregistrés, révélant un phénomène aussi régulier dans son occurrence qu'il demeure insaisissable dans son origine. Chaque sursaut arrive avec une signature unique, un décalage fréquentiel qui tranche comme une ligne de fuite, témoignant d'un trajet intergalactique. Plus la dispersion du signal est importante, plus le parcours a été long et semé de nuages de particules. Ces mesures indiquent que ces impulsions proviennent d'au-delà de notre galaxie, transportées par un océan d'électrons qui ralentit leur passage. Pourtant, au lieu de nous rapprocher d'une explication, la profondeur de leur provenance intensifie le mystère. Pourquoi de telles rafales d'énergie dans le vide intersidéral ? Même l'échelle de puissance défie l'entendement. Un seul sursaut capté en quelques millisecondes peut libérer autant d'énergie que le Soleil en une quarantaine d'années. Les détecteurs récents, comme CHIM au Canada et ASCAP en Australie, scrutent le ciel en continu, capturant parfois plusieurs dizaines de ces éclairs par jour. Et pourtant, la source réelle reste indéchiffrée. Une étoile à neutrons en pleine tempête magnétique ? L'effondrement soudain d'un cœur d'étoile ? Ou peut-être un phénomène encore inconnu, tapi dans les plis du cosmos ? La découverte de sursauts quart radio-récurrents a accentué l'énigme. Le cas le plus célèbre, FRB 120 et 1102, se répète à intervalles irréguliers comme un battement de cœur céleste imperceptible. Localisé dans une minuscule galaxie naine à plus de 3 milliards d'années-lumière, ce sursaut insiste, se rappelle périodiquement à notre attention, sans jamais révéler la nature de son moteur. Cette répétition attise davantage la perplexité. Si le phénomène était purement cataclysmique, un seul flash suffirait, mais l'observer revenir modifie complètement notre compréhension. Certains modèles proposent que ces éclairs naissent de magnétars, ces étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques, parmi les plus puissants de l'univers. Dans le fracas de leur sursaut magnétique, l'espace alentour se plie sous une pression écrasante, craquant en échos radio. Mais la diversité des signatures détectées balaie cette seule théorie. Les formes d'ondes varient, les intensités fluctuent, la récurrence diffère, comme si plusieurs mécanismes coexistaient. En 2020, un sursaut d'origine galactique est venu brouiller les pistes. Un signe radio émis par un magnétar proche de la Voie lactée reproduisait la structure temporelle des sursauts rapides extragalactiques. Était-ce l'annonce que tous les FRB partagent la même genèse, ou seulement la preuve qu'un phénomène local peut imiter un secret lointain ? Le trouble s'installe, la certitude recule, et l'énigme gagne en profondeur. L'interrogation gagne aussi la recherche de contreparties dans d'autres longueurs d'onde. Jusqu'à présent, aucun flash optique, aucune émission X ou gamma n'a été clairement corrélée à un sursaut radio rapide. Le silence qui accompagne ces rafales électromagnétiques résonne comme un défi direct. Comment un phénomène si puissant reste-t-il confiné à l'univers radio ? Cette absence de signal connexe implique soit une dissipation sélective de l'énergie, soit une région stellaire spécialement discrète, dont l'environnement filtre toute autre trace.
Certains chercheurs ont même invoqué des hypothèses plus audacieuses, des cordes cosmiques libérant des bouffées quantiques, des collisions d'amas de matière exotique ou encore des artefacts d'une technologie extraterrestre. Ces idées, français plus poétiques qu'observables, rappellent que l'esprit humain oscille entre rigueur scientifique et fascination pour l'inconcevable. Toutefois, sans preuve tangible, ces interprétations demeurent l'étincelle d'une imagination tentée par l'inexplicable. À la recherche d'indices plus concrets, les équipes de radioastronomes s'efforcent de recenser la polarisation de ces sursauts, leur rotation de phase et les variations fines de leur spectre. Chaque détail glané dans les ondes captées est comme un fragment de miroir, reflétant une facette différente du phénomène. Pourtant, malgré l'arsenal technologique déployé, l'image complète échappe toujours à l'œil. En parallèle, la cartographie de leur distribution spatiale interroge. Aucune concentration particulière n'apparaît, ni corrélation évidente avec des structures galactiques conventionnelles. Les FRB se présentent comme des messagers solitaires, surgissant aléatoirement, sans obéir à un schéma identifiable. Le hasard apparent de leur répartition accentue la solitude de chaque signal, isolé dans l'océan cosmique, porteur d'un secret que personne ne partage. Pourtant, tandis que les télescopes convergent leurs antennes, une délicate lueur d'espoir émerge. La possibilité d'une détection multimessager, combinant radio et neutrinos ou peut-être même ondes gravitationnelles. Si un jour un sursaut radio s'accompagnait d'une onde de torsion dans l'espace-temps, la nature de son cataclysme se dévoilerait enfin. Cette quête multidisciplinaire qui unit astrophysiciens, électroniciens et théoriciens incarne l'essence même de la recherche. Un dialogue patient entre l'homme et l'univers. Dans la pénombre de ces observations, l'esprit se dilate et s'abandonne à la contemplation de l'inconnu. Chaque impulsion détectée ébranle l'âme, comme le souffle d'une présence invisible. Les sursauts radiofugaces nous rappellent que le cosmos porte en lui des secrets encore plus profonds que la simple matière lumineuse. Ils traduisent un langage codé, tissé de champs magnétiques, de particules chargées et d'événements aussi rares qu'essentiels. Quand le silence retombe sur les observatoires, les chercheurs restent suspendus à la mémoire des ondes captées, répétant inlassablement la même question. D'où vient ce murmure d'acier cosmique ? Derrière la froideur des chiffres, derrière la rigueur des mesures, flotte une émotion presque mystique, l'impression d'écouter un battement de cœur universel qui palpite dans l'ombre. Sans explication définitive, ces sursauts demeurent un défi poétique et scientifique, une énigme à la fois intime et universelle. Ils invitent chacun à garder les yeux tournés vers les étoiles, à écouter le faible bourdonnement de l'espace et à reconnaître la beauté fragile de ce qui résiste à notre compréhension. Alors que les instruments braqués vers le ciel se préparent à sonder une autre énigme, le voile de la matière noire nous attend. Après avoir sondé les sursauts radiofugaces qui percent l'obscurité cosmique, notre regard se tourne à présent vers une présence plus discrète, tapie dans l'ombre, la matière noire. Invisible aux yeux et imperceptible à nos instruments optiques, elle forme un réseau silencieux à l'échelle galactique, structurant l'univers sans jamais se révéler pleinement. Son existence fut d'abord suggérée par le décalage entre la matière lumineuse et le mouvement des étoiles, un écart qui évoque l'idée d'une masse manquante, d'un poids fantomatique qui gouverne la danse céleste. Dès les années 1930, l'astronome suisse Fritz Zwicky observa que les galaxies du groupe de la Coma se déplaçaient bien plus vite que ce que leur masse visible autorisait. Il invoqua alors une « matière sombre » pour rendre compte de cette énergie cinétique insoupçonnée. Des décennies plus tard, dans les années 1970, Vera Rubin confirma ses conclusions en traçant les courbes de rotation des galaxies spirales. Là où la gravité ordinaire aurait dû ralentir les étoiles aux confins de ces systèmes, leur vitesse restait constante, comme si un halo invisible les maintenait en suspension. Ce halo, dense et enveloppant, se manifeste également à travers les mirages gravitationnels. La lumière d'objets lointains se plie et se divise en arcs étranges lorsqu'elle traverse un amas de matière noire, réfracté par une masse qu'on ne peut ni toucher ni voir. L'exemple le plus emblématique, le Bullet Cluster, montre deux amas de galaxies en collision. Les zones où la matière ordinaire s'agglomère sont décalées par rapport aux régions où la matière sombre s'est échappée, révélant une partition silencieuse entre l'invisible et le visible. À l'échelle cosmique, la matière noire compose un vaste réseau de filaments et de nœuds, la toile cosmique, où s'accumulent les galaxies. Ces filaments forment comme une charpente fragile, offrant un squelette à l'univers primordial. Les simulations numériques
tels que Millennium ou Illustris reconstituant cette architecture en associant la matière sombre à la matière ordinaire, recréant ainsi la distribution des galaxies telle qu'on l'observe aujourd'hui. Pourtant, malgré la cohérence de ces modèles, la nature même de cet élément demeure hors de portée. Le fond diffus cosmologique, vestige lumineux du Big Bang, porte également l'empreinte de cette substance insaisissable. Les fluctuations de température que nous mesurons, depuis Cobb jusqu'à Planck, révèlent un univers composé à près de 85% de matière noire et à 15% de matière baryonique. Ces proportions, extraites de l'analyse des ondes acoustiques primordiales, confirment la nécessité d'un ingrédient supplémentaire pour expliquer la répartition des galaxies et des amas. Depuis plusieurs décennies, des expériences souterraines cherchent à saisir cet élément fugitif. Dama Libra en Italie, Xénon 1T en Italie également, LUX et Panda X dans les profondeurs américaines et chinoises, autant d'instruments ultrasensibles enfermés à des kilomètres sous terre pour échapper au bruit cosmique. Chacun de ces détecteurs attend qu'un WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, vienne heurter un noyau atomique et laisser une trace discrète. Mais jusqu'à présent, comme un murmure que l'on ne parvient jamais à fixer, ces événements espérés se font désirer. Parmi les candidats envisagés, les WIMP étaient longtemps les plus séduisants. Ces particules, dotées d'une masse comparable à celle d'atomes lourds, interagiraient faiblement avec la matière ordinaire. Mais la liste s'est enrichie d'actions, de neutrinos stériles, voire de matière noire chaude formée par des particules légères et rapides. Certains suggèrent même l'existence de corps compacts, MACHO, tels que des trous noirs primordiaux. Pourtant, aucune de ces hypothèses n'a encore trouvé confirmation. C'est comme si toute la variété du monde se nichait dans une absence profonde. Face à ces impasses, des voix s'élèvent pour proposer d'autres chemins, modifier la loi de la gravité à grande échelle, invoquer une version révisée de la relativité générale ou imaginer une nouvelle physique des champs. Les théories Mohand, Modified Newtonian Dynamics, suggèrent qu'à très faibles accélérations, la gravité s'amplifie, supprimant le besoin d'une substance sombre. Ces approches, bien que fascinantes, peinent à concilier l'ensemble des données, notamment celles issues du fond diffus cosmologique, et restent confinées à l'ombre des hypothèses dominantes. Dans l'impossibilité de comprendre cette matière par ses interactions directes, certains chercheurs explorent le secteur obscur, un ensemble de forces, de particules et de photons invisibles à nos télescopes, interagissant au sein d'un univers parallèle au nôtre. Des photons sombres ou gauche-bosons pourraient bien parcourir cet espace, modulant la densité de la matière noire sans jamais franchir la barrière de la lumière visible. Cette idée plus abstraite offre néanmoins un cadre théorique séduisant pour la complexité observée. Les simulations informatiques constituent un autre phare dans la nuit. Elles modélisent la croissance des structures sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de la matière noire, révélant comment galaxies et amas se forment et se connectent. Dans ces images virtuelles, la matière sombre est à la fois architecte et sculpteur, dessinant un paysage où la lumière ne parvient qu'à se glisser entre les mailles du filet. Et pourtant, malgré la précision du code, le code ne nous dit rien de la substance elle-même. La matière noire ne se contente pas de dessiner les grandes structures, elle influence aussi la vie intime des galaxies. Sans elle, les disques galactiques se désintégreraient, les étoiles s'échapperaient dans l'espace et la formation stellaire connaîtrait des comportements imprévisibles. C'est grâce à cette force discrète mais omniprésente que les galaxies spirales conservent leur beauté et leur cohérence, comme si un souffle invisible les maintenait ensemble. Pourtant, malgré l'arsenal de preuves indirectes, une question subsiste. Qu'est-ce que la matière noire au-delà de son empreinte gravitationnelle ? Tenter de la toucher, c'est mesurer un impact aléatoire, analyser une brève énergie libérée et comparer des événements rarissimes. Cette traque laborieuse rappelle la quête de l'impalpable, l'effort acharné de l'esprit face à ce qui refuse de se plier à l'observation. À l'horizon s'élèvent déjà de nouveaux projets. La mission Euclide scrutera l'univers depuis l'espace, la Vera-C Rubin Observatory balayera le ciel nocturne pour cartographier la matière sombre et la gamme CTA, Cherenkov Telescope Array, ouvrira une fenêtre sur les rayons gamma des environs des amas galactiques. Chacun de ces instruments promet d'affiner la cartographie de l'invisible et de nous rapprocher, peut-être d'une révélation inattendue. Dans le frémissement de ces ambitions, persiste cependant la certitude de l'échec possible. Et si la matière noire échappait à jamais à la détection directe ?
Peut-être notre perception de l'espace, de la matière et de la gravité restera-t-elle à reconstruire dans la solitude de l'incertitude. Alors que nous nous égarons sous ce voile d'invisibilité, l'énigme suivante nous appelle, le soupir discret de l'énergie sombre. À l'aube des années 1990, l'univers semblait suivre une partition familière, dessinée par la pesanteur et la matière. On s'attendait à ce que l'expansion amorcée au sortir du Big Bang ralentisse peu à peu, sous l'emprise gravitationnelle des galaxies et des amas. Pourtant, en 1998, deux équipes indépendantes, l'une pilotée par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, ont observé des supernovae de type Ia plus éloignées et plus faibles que prévu. Ces explosions d'étoiles, jugées bougies standards, tant leur luminosité intrinsèque et constante, ont livré un message inattendu. C'est comme si l'univers avait pris un souffle nouveau, un soupir d'expansion accélérée porté par une force mystérieuse et invisible. Ce constat a inauguré la notion d'énergie sombre, une entité qui, au lieu de s'agglomérer, repousse l'espace lui-même, comprimant l'univers en une émulsion de galaxies qui s'éloignent les unes des autres à un rythme grandissant. La vitesse d'expansion, mesurée par la constante de Hubble, n'est plus un murmure décroissant, mais un chant montant. Chaque année-lumière paraît glisser plus loin, portée par cette énergie diffuse qui compose aujourd'hui près de 70% du contenu énergétique de l'univers. La première explication conceptuelle a ressuscité la constante cosmologique d'Einstein, introduite en 1917 pour obtenir un univers statique, puis rejetée après la découverte de l'expansion. Remaniée, elle prend la forme d'une densité d'énergie du vide, d'une propriété intrinsèque de l'espace-temps. Dans cette vision, chaque parcelle du vide recèle une énergie résiduelle, un léger frottement cosmique qui pousse les galaxies à s'éloigner. Mais le calcul théorique issu de la mécanique quantique prévoit une valeur de cette énergie du vide jusqu'à 10 puissance 121 fois trop grande, un décalage prodigieux qui reste sans réponse satisfaisante. Pour dépasser cette absurdité mathématique, certains cosmologistes ont proposé le concept de quintessence, un champ dynamique dont la densité évolue lentement dans le temps. À la manière d'une brise légère parcourant l'univers, cette forme d'énergie sombre varierait, tantôt plus vigoureuse, tantôt plus discrète, modulant l'accélération cosmique. Les paramètres observés aujourd'hui laissent entendre que cette quintessence pourrait bien se comporter comme une constante, mais nul ne peut exclure une évolution subtile, imperceptible pour l'instant. Une autre voie envisage un énergie sombre fantôme pour laquelle l'équation d'état W, rapport de pression à densité, serait inférieure à 1. Dans ce cas, la force répulsive deviendrait si dominante que l'univers, en quelques dizaines de milliards d'années, se déchirerait dans un Big Rip. Galaxies, étoiles, planètes et atomes seraient en dissociés sous l'effet d'une expansion galopante. Mais les mesures actuelles, issues surtout des supernovas et du fond diffus cosmologique, confirment que W reste très proche de 1, nous éloignant pour l'heure de ce dénouement catastrophique. Les observations du fond diffus cosmologique par Planck et les relevés des oscillations acoustiques des baryons, BAO, fournissent donc 2 points d'ancrage essentiels. Ensemble, elles dessinent un modèle cohérent où la matière ordinaire, à peine 5% de l'univers, et la matière noire, environ 25%, ne sauraient expliquer seules la courbure et la trajectoire de l'expansion. L'énergie sombre agit comme une énigme gravitationnelle inversée, apparaissant dans les cartes de la répartition des galaxies et dans la géométrie de l'espace lui-même. Pourtant, un malaise persiste. La tension ionique, la tension de Hubble. Les mesures directes de la constante d'expansion basée sur des supernovae locales diffèrent notablement de celles extrapolées à partir du fond diffus cosmologique. Cet écart minime en pourcentage, mais majeur pour la théorie, pourrait être le premier indice d'une nouvelle physique. Si l'énergie sombre n'est pas uniforme ou si les lois de la gravitation varient légèrement à grande échelle, alors cette tension pourrait signaler l'aube d'un paradigme inédit. Des expériences terrestres et spatiales sont en cours pour scruter ce murmure cosmique. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne observera plusieurs milliards de galaxies pour tracer la croissance des structures sous l'effet de l'énergie sombre. De son côté, le Rubin Observatory au Chili, avec son Legacy Survey of Space and Time, LSST,
produira une carte en 3 dimensions de l'univers lointain, capable de détecter les fluctuations minima de vitesse et de densité. À l'aube des années 1990, l'univers semblait suivre une partition familière, dessinée par la pesanteur et la matière. On s'attendait à ce que l'expansion amorcée au sortir du Big Bang ralentisse peu à peu, sous l'emprise gravitationnelle des galaxies et des amas. Pourtant, en 1998, 2 équipes indépendantes, l'une pilotée par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, ont observé des supernovae de type Ia plus éloignées et plus faibles que prévu. Ces explosions d'étoiles, jugées bougies standards, tant leur luminosité intrinsèque et constante, ont livré un message inattendu. C'est comme si l'univers avait pris un souffle nouveau, un soupir d'expansion accélérée porté par une force mystérieuse et invisible. Ce constat a inauguré la notion d'énergie sombre, une entité qui, au lieu de s'agglomérer, repousse l'espace lui-même, comprimant l'univers en une émulsion de galaxies qui s'éloignent les unes des autres à un rythme grandissant. La vitesse d'expansion mesurée par la constante de Hubble n'est plus un murmure décroissant, mais un chant montant. Chaque année-lumière paraît glisser plus loin, portée par cette énergie diffuse qui compose aujourd'hui près de 70% du contenu énergétique de l'univers. La première explication conceptuelle a ressuscité la constante cosmologique d'Einstein, introduite en 1917 pour obtenir un univers statique, puis rejetée après la découverte de l'expansion. Remaniée, elle prend la forme d'une densité d'énergie du vide, d'une propriété intrinsèque de l'espace-temps. Dans cette vision, chaque parcelle du vide recèle une énergie résiduelle, un léger frottement cosmique qui pousse les galaxies à s'éloigner. Mais le calcul théorique issu de la mécanique quantique prévoit une valeur de cette énergie du vide jusqu'à 10 puissance 120 fois trop grande, un décalage prodigieux qui reste sans réponse satisfaisante. Pour dépasser cette absurdité mathématique, certains cosmologistes ont proposé le concept de quintessence, un champ dynamique dont la densité évolue lentement dans le temps. À la manière d'une brise légère parcourant l'univers, cette forme d'énergie sombre varierait, tantôt plus vigoureuse, tantôt plus discrète, modulant l'accélération cosmique. Les paramètres observés aujourd'hui laissent entendre que cette quintessence pourrait bien se comporter comme une constante, mais nul ne peut exclure une évolution subtile, imperceptible pour l'instant. Une autre voie envisage un énergie sombre fantôme pour laquelle l'équation d'état W, rapport de pression à densité, serait inférieure à 1. Dans ce cas, la force répulsive deviendrait si dominante que l'univers, en quelques dizaines de milliards d'années, se déchirerait dans un Big Rip. Galaxies, étoiles, planètes et atomes seraient en dissociés sous l'effet d'une expansion galopante. Mais les mesures actuelles, issues surtout des supernovas et du fond diffus cosmologique, confirment que W reste très proche de 1, nous éloignant pour l'heure de ce dénouement catastrophique. Les observations du fond diffus cosmologique par Planck et les relevés des oscillations acoustiques des baryons, BAO, fournissent 2 points d'ancrage essentiels. Ensemble, elles dessinent un modèle cohérent où la matière ordinaire, à peine 5% de l'univers, et la matière noire, environ 25%, ne sauraient expliquer seules la courbure et la trajectoire de l'expansion. L'énergie sombre agit comme une énigme gravitationnelle inversée, apparaissant dans les cartes de la répartition des galaxies et dans la géométrie de l'espace lui-même. Pourtant, un malaise persiste. La tension ionique, la tension de Hubble. Les mesures directes de la constante d'expansion basée sur des supernovae locales diffèrent notablement de celles extrapolées à partir du fond diffus cosmologique. Cet écart minime en pourcentage, mais majeur pour la théorie, pourrait être le premier indice d'une nouvelle physique. Si l'énergie sombre n'est pas uniforme ou si les lois de la gravitation varient légèrement à grande échelle, alors cette tension pourrait signaler l'aube d'un paradigme inédit. Des expériences terrestres et spatiales sont en cours pour scruter ce murmure cosmique. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne observera plusieurs milliards de galaxies pour tracer la croissance des structures sous l'effet de l'énergie sombre. De son côté, le Rubin Observatory au Chili, avec son Legacy Survey of Space and Time, LSST, produira une carte en 3 dimensions de l'univers lointain capable de détecter les fluctuations minima de vitesse et de densité.
Depuis les premières ascensions en montgolfière entreprises par Victor Hess en 1912, l'humanité porte son regard et son oreille attentifs vers un flot invisible et incessant, les rayons cosmiques. Ces particules, principalement des protons et des noyaux d'atomes, bombardent continuellement l'atmosphère terrestre, perçant le silence de l'espace interplanétaire. À chaque instant, des tourbillons de particules ultra rapides, parfois supérieures en énergie à celles produites par les accélérateurs terrestres les plus puissants, sillonnent le vide, comme une pluie muette venue des confins du cosmos. Les rayons cosmiques à basse énergie proviennent essentiellement du Soleil et des explosions de supernovas proches, mais c'est leur version la plus extrême, les rayons cosmiques dits ultra haute énergie, UHECR, qui suscitent la fascination et le trouble. Lorsqu'une de ces particules atteint la Terre, elle peut transporter une énergie équivalente à celle d'une balle de tennis lancée à plein régime, concentrée dans un seul proton. Cette anomalie énergétique défie notre compréhension. Comment un astre pourrait-il conférer une telle vitesse à un minuscule fragment de matière ? Au-dessus de 10 puissance 18 électronvolts, la fréquence des détections diminue drastiquement. Les observatoires géants tels que le Pierre Auger Observatory en Argentine et le télescope Array aux États-Unis scrutent dans des superficies immenses, disséminant des milliers de détecteurs au sol pour capter la gerbe de particules secondaires déployées quand le rayon cosmique heurte l'atmosphère. Ces gerbes révèlent quand la trajectoire, l'énergie et même parfois la nature de la particule originale. Pourtant, malgré ces efforts titanesques, leur origine précise reste un secret jalousement gardé. La théorie du cut-off, GZK, prédit que les rayons cosmiques dont l'énergie dépasse environ 6 fois 10 puissance 19 électronvolts interagissent avec le fond diffus cosmologique de photons, perdant ainsi une partie de leur punch avant d'atteindre la Terre si leur trajectoire excède quelques dizaines de mégaparsecs. Or, à plusieurs reprises, des événements ont été enregistrés au-delà de ce seuil, suggérant que les sources tenantes se trouvent à proximité cosmologique, ou que notre compréhension du couplage entre particules et photons interstellaires est incomplète. Ces exceptions alimentent le mystère. Où sont ces accélérateurs cosmiques locaux capables de violenter ainsi la matière ? Parmi les candidats envisagés figurent les noyaux actifs de galaxies, AGN, ces cœurs galactiques où un trou noir supermassif avale la matière avec fracas. Les jets relativistes émis par ces monstres célestes pourraient propulser des noyaux d'atomes dans un balai supersonique à l'image d'un canon cosmique. Les sursauts gamma, GRB, moments les plus lumineux de l'univers observable, sont également suspectés, en libérant en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en plusieurs milliards d'années. Ils pourraient leur fournir la poussée nécessaire. Mais ni les directions d'arrivée des UECR, ni leur distribution statistique ne pointent clairement vers ces objets. D'autres théories, plus exotériques, évoquent mention des sources à la limite de notre perception. Des collisions de filaments cosmiques, des chocs entre amas de galaxies, ou même la désintégration de particules de matière sombre instables. À chaque nouvelle hypothèse, la poésie de l'inconnu reprend ses droits, et l'on imagine des paysages cosmiques où l'écheveau des forces primordiales se relâche en détonation muette. Pourtant, sans détection multimessager, signaux gamma, neutrinos à haute énergie ou ondes gravitationnelles partenaires, ces conjectures restent des esquisses flottant à la frontière du tangible. Les réseaux de détecteurs embarqués sur des avions, sous-marins ou même ballons stratosphériques explorent cette piste multimessager. L'expérience IceCube, nichée sous la glace antarctique, vise à piéger les neutrinos corrélés aux rayons cosmiques, car ces particules faibles interagissent peu et gardent la mémoire fidèle de leur trajectoire. Une telle association établirait un pointeur direct vers la source, délivrant enfin l'adresse de l'accélérateur céleste. Jusqu'à présent, quelques neutrinos énergétiques ont été captés, mais le lien avec un UECR demeure encore trop fragile pour être irrémédiable. Les observations récentes montrent que la composition des UECR pourrait varier avec l'énergie. Les particules les plus extrêmes seraient davantage de noyaux lourds, d'atomes de fer ou d'oxygène, tandis que celles d'énergie moindre seraient surtout des protons. Ce glissement, mesuré par la profondeur de la gerbe atmosphérique, suggère que la force d'accélération et le type de source influencent directement le choix des particules. Les noyaux lourds, plus robustes, supporteraient mieux le voyage torturé à travers les champs magnétiques interstellaires. Les protons, plus légers, se disperseraient plus rapidement.
Dans l'ombre de ces données plane la question de l'anisotropie. Les rayons cosmiques ultra haute énergie arrivent-ils d'une direction privilégiée ? Les dernières cartes du Pierre Auger Observatory dévoilent une légère surreprésentation en direction de la constellation du Centaure, là où se trouve Centaurus A, une galaxie voisine dotée d'un jet puissant. Mais l'écart statistique demeure à la limite de la signification et il serait prématuré d'annoncer la victoire de Centaurus A sur le podium des accélérateurs cosmiques. Au sol, les expériences cherchent aussi des signatures secondaires, des neutrinos de très haute énergie produits lors de l'interaction des UHECR avec les photons du fond diffus cosmologique. Ces neutrinos cosmogéniques, bien que rares, offriraient un autre jalon vers l'origine des particules. Là encore, les détecteurs géants comme IceCube ou KM3Net en Méditerranée scrutent chaque jour des kilomètres cubes d'eau ou de glace, espérant capter le clignotement éphémère d'un neutrino traversant leur volume. Chaque photon de Cherenkov observé est un témoignage silencieux de la course des fantômes cosmiques. Sur Terre, les théoriciens ne restent pas inactifs. Les modèles d'accélération reposant sur le mécanisme de Fermi décrivent comment des chocs successifs accroissent l'énergie des particules jusqu'à l'extrémité de ce que permet l'environnement astrophysique. Dans certains cas, la densité des particules et la vitesse des chocs seraient telles qu'un unique passage suffirait à enflammer un noyau à des énergies vertigineuses. Ces simulations numériques, gourmandes en calcul, dessinent les contours d'un puzzle où chaque pièce correspond à un champ magnétique, un flux de particules ou une vitesse de choc. Mais la plus grande énigme réside peut-être dans l'absence d'un rayon cosmique ultime. La nature semble nous dispenser d'une particule infiniment énergique. Au-delà d'une certaine énergie, l'intensité des interactions photon-proton croît et la propagation sur de longues distances devient inefficiente. Ainsi, la raréfaction naturelle des UHECR conforte la limite attendue par la communauté. Pourtant, ce plafond observé, proche de la prédiction GZK, ne comble pas le vide laissé par la localisation des sources. À la frontière entre la Terre et l'espace, des projets spatiaux ambitionnent d'étendre la surface de détection en orbitant. Le projet POEMA, Probe of Extreme Multi-Messenger Astrophysics, par exemple, déploiera 2 microsatellites pour observer depuis l'orbite les traînées de lumière ultraviolettes produites par les gerbes atmosphériques. Une vision d'ensemble à la fois panoramique et précise pourrait multiplier par 10 nos capacités de détection, ouvrant la voie à des corrélations plus fines avec d'autres messagers cosmiques. Dans l'attente de cette nouvelle génération d'instruments, chaque éclair de particules reste un appel au voyage et à l'émerveillement. Quand le scintillement de la gerbe disparaît, le mystère demeure gravé dans les annales de la science, nous rappelant combien notre compréhension est encore embryonnaire. Ces rayons cosmiques énigmatiques nous poussent à étendre notre regard vers l'infini, à imaginer des mondes où l'énergie se manie avec une liberté que nos laboratoires peinent à reproduire. Après avoir sondé les particules ultra rapides qui traversent notre atmosphère, notre attention se porte désormais sur une vibration plus subtile, ancrée dans la trame même de l'espace-temps, les échos gravitationnels primitifs. Là où les rayons cosmiques frappent la matière, ces ondulations s'insinuent, silencieusement dans chaque région de l'univers, vestiges d'instants d'une densité et d'une énergie inimaginables. Elles nous invitent à écouter le murmure ancien d'un cosmos en pleine genèse, avant même la formation des étoiles. Les ondes gravitationnelles, prédites par Albert Einstein en 1916 au sein de la théorie de la relativité générale, résultent de la propagation de déformations de l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Les premières détections directes, signées LIGO et Virgo en 2015, révélaient la fusion cataclysmique de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Mais ces événements, postérieurs à la naissance de l'univers observable, ne sont que les échos tardifs d'un passé cosmique. Les échos primitifs, eux, proviendraient en marre des premiers instants. Une mélodie gravitationnelle tissée par l'inflation, ce phénomène d'expansion vertigineuse qui aurait gonflé l'univers en une fraction de seconde. Selon le scénario inflationniste, de minuscules fluctuations quantiques du champ de gravité ont été étirées pour former une onde de fond gravitationnelle uniforme et diffuse. Cette toile vibrante, appelée fond gravitationnel cosmologique, porte l'empreinte de ses origines, un spectre de longueur d'onde très étendu, de l'ordre de milliards de kilomètres. Contrairement aux ondes émises par les fusions stellaires, ces oscillations d'origine primordiale seraient réparties dans toutes les directions, créant un bourdonnement continu, aussi ancien que le temps lui-même.
Pour saisir ces murmures, les cosmologistes ont cherché des indices dans la polarisation du fond diffus cosmologique, CMB. Lorsque la lumière du Big Bang s'est libérée, elle a traversé un univers en pleine recombinaison atomique. Les ondes gravitationnelles préexistantes ont laissé une empreinte particulière sur la polarisation de cette lueur fossile, une composante en mode B, un champ tourbillonnant distinct des modes E plus répandus. Déchiffrer cette signature serait l'équivalent d'écouter, dans le bruissement des photons, le chuchotement gravitationnel des premiers instants. En 2014, l'équipe BICEP 2 annonça avec fracas la détection de mode B, suscitant un vif émoi. La promesse de révéler l'inflation sembla si proche qu'elle électrisa le monde scientifique. Mais quelques mois plus tard, les données du satellite Planck démontrèrent que le signal provenait en grande partie de poussière galactique, mimant la polarisation attendue. Cette désillusion rappela la difficulté inouïe de distinguer la véritable empreinte primitive des bruits astrophysiques et instrumentaux. Le deuil de cette fausse victoire demeure un jalon marquant de cette quête obstinée. Outre la polarisation du CMB, la nouvelle génération d'observatoires gravitationnels ambitionne de capter directement la toile gravitationnelle cosmique. LISA, laser interféromètre, Space Antenna, prévu dans l'espace par l'Agence spatiale européenne, déploiera 3 satellites en configuration triangulaire pour sonder les basses fréquences impossibles à détecter au sol. Les ondes primordiales, dont les longueurs d'onde s'étirent sur des millions de kilomètres, pourraient ainsi être détectées, dévoilant un cœur cosmique silencieux. En parallèle, les pulsars, ces horloges stellaires d'une précision exceptionnelle, servent de détecteurs naturels. Les réseaux de chronomètres célestes, comme Nanograv en Amérique du Nord ou l'European Pulsar Timing Array, mesurent les infimes retards ou avances dans le temps d'arrivée des ondes radio émises par ces astres. Un fond gravitationnel, qu'il soit issu de fusion de trous noirs supermassifs ou de l'inflation primordiale, se manifesterait par une corrélation subtile entre les signaux de plusieurs pulsars. Les premières signatures d'un tel bruit de fond ont récemment émergé, mais distinguer la composante infrarouge née juste après le Big Bang de celle générée par les géants noirs reste un défi de taille. Pour se faire une idée plus précise, certains chercheurs imaginent d'associer ces chronomètres stellaires à des télescopes en orbite, ou même à des constellations de petits satellites. L'idée serait de comparer des observations à la fois temporelles et spatiales, multipliant les perspectives pour isoler l'origine primordiale. Dans ce maillage de données, chaque pulsar se transforme en un capteur, chaque satellite en un écho, tissant une toile d'écoute cosmique. Mais capter ces échos exige une sensibilité extrême. L'amplitude des ondes primordiales serait inférieure à 1/1000 de la taille d'un proton sur une distance de plusieurs millions de kilomètres. Ce niveau de contraste force les ingénieurs à sublimer la stabilité des lasers, à maîtriser les vibrations thermiques et à contrôler la dérive des horloges à des échelles inimaginables. À travers ces prouesses tentantes technologiques, se dessine le lien étroit entre la science fondamentale et l'art du silence. Il faut un calme presque surnaturel pour percevoir la vibration originelle. Au cœur de ces recherches, l'enjeu va bien au-delà de la détection. Si les échos gravitationnels primitifs sont mesurés, ils offriront un accès direct à l'énergie et à la dynamique de l'inflation. Ils permettront de distinguer entre différentes versions de ce phénomène, d'en estimer la durée et peut-être même d'identifier les champs quantiques à l'œuvre. Une telle révélation redessinerait les contours de la cosmologie, reliant l'infiniment petit, la physique quantique, à l'infiniment grand, la structure du cosmos. À mesure que les physiciens affinent leurs modèles et que les ingénieurs repoussent les frontières du silence, une émotion presque poétique envahit le laborieux pèlerinage vers la découverte. Dans l'attente d'un signal primordial, l'univers lui-même semble retenir son souffle, comme prêt à livrer un secret vieux de 14 milliards d'années. Chaque tentative infructueuse devient un repère, chaque amélioration instrumentale un pas de plus vers l'invisible. Et tandis que les échos gravitationnels primitifs poursuivent alors leur danse discrète, un nouveau murmure se fait entendre. Les ondulations du fond diffus cosmologique, échos lumineux d'une histoire gravée dans la moindre particule de l'espace. Après avoir écouté les échos gravitationnels primitifs, notre attention se tourne vers une autre relique d'un âge lointain suspendue dans chaque photon, le fond diffus cosmologique. Cette lueur ténue, originelle, éclaire l'univers lorsqu'il n'était qu'un plasma incandescent. Elle porte en elle la mémoire d'un univers âgé de moins de 380 000 ans, moment où la matière est devenue transparente à la lumière.
Dans cet océan de micro-ondes, chaque fluctuation de température chuchote un secret enfoui dans les premiers instants, un indice sur la naissance des structures et la nature profonde du cosmos. La découverte du fond diffus cosmologique remonte à 1965, lorsque Arno Penzias et Robert Wilson, en étudiant un bruit parasite avec l'antenne Holmdel de Bell Labs, réalisèrent qu'ils captaient un rayonnement omnidirectionnel identique quelle que soit la portion du ciel. Ils venaient d'isoler un écho du Big Bang, un champ cristallin et uniforme, vestige d'une époque où l'univers était un four cosmique. Leur mesure d'une température moyenne d'environ 3 Kelvin fit écho aux prédictions théoriques de George Gamow et Ralph Alpher. Cette coïncidence, aussi troublante que fortuite, ouvrit la porte d'un nouveau paradigme cosmologique. Le fond diffus se présente sous la forme d'un spectre de corps noir quasi parfait, correspondant à la distribution théorique d'un rayonnement issu d'un plasma en équilibre thermique. Cette perfection suggère une jeunesse cosmique incroyablement homogène, où la densité et la température variaient d'à peine quelques dizaines de microkelvin. Pourtant, ces infimes irrégularités sont les graines dont ont surgi les galaxies, car elles témoignent de légères surdensités initiant la formation de la structure. Observer et cartographier ces fluctuations, c'est remonter aux premiers murmures de l'ordre galactique. Les missions COBE 1989, WMAP 2001, puis Planck 2009 ont creusé cette piste. COBE confirma la nature de corps noirs et détecta les premières anisotropies, plus tard cartographiées avec précision par WMAP. Planck affina encore ses mesures, révélant les harmoniques fines des oscillations primordiales. Chaque point chaud ou froid, enregistré grâce à des détecteurs cryogéniques, raconte l'histoire d'une onde acoustique qui a vibré dans le plasma primordial, oscillant entre la pression lumineuse et la gravité naissante. Ces oscillations sont visibles sous la forme de pics acoustiques dans le spectre de puissance angulaire. La première bosse correspond à la longueur d'onde du son primordial, déterminant la taille des superamas de galaxies. Les harmoniques successives tracent l'évolution dynamique du plasma. Analyser ces crêtes, c'est décrypter le rapport entre la matière visible, la matière noire et l'énergie sombre, car le contraste entre les amplitudes révèle la densité relative de chaque composant. C'est un puzzle gravitationnel que seuls les plus infimes détails peuvent résoudre. Pourtant, derrière ce tableau harmonieux, quelques anomalies persistent. Le cold spot, une zone plus froide de plus de 10 degrés de diamètre, défie la distribution statistique attendue. Observé d'abord par WMAP, puis confirmé par Planck, cet abîme thermique pourrait signifier la présence d'un supervide, une poche de densité exceptionnellement basse, ou bien témoigner d'une nouvelle physique, peut-être un vestige d'une collision avec un autre univers. Le mystère demeure entier, chaque hypothèse suscitant plus de questions qu'elle n'en résout. Un autre écho rongé par l'incompréhension est l'Axis of Evil, un alignement improbable des modes quadrupôles et octupôles avec l'écliptique solaire. Bien que cette anomalie semble violer le principe cosmologique d'isotropie, elle soulève l'hypothèse d'une contamination par la voûte zodiacale ou, plus vertigineux, d'une anisotropie fondamentale de l'espace-temps. Les chercheurs scrutent l'impact des émissions poussiéreuses et de l'effet Sunyaev-Zeldovich, mais la nature exacte de cette harmonieuse malice reste dissimulée. Les asymétries hémisphériques, relevées dans la variance des fluctuations entre les hémisphères nord et sud céleste, constituent un troisième défi. Tandis qu'un univers isotrope devrait présenter une distribution uniforme, les différences mesurées, bien que faibles, persistent au-delà des marges d'erreur. S'agit-il d'un artefact instrumental ou d'un véritable indice d'un univers fractal ? La réponse flotte dans l'air glacial de nos observations. Pour renforcer leurs arguments, les cosmologistes croisent les données du CMB avec celles des oscillations acoustiques des baryons, BAO, issues des relevés de galaxies et de quasars. La corrélation entre la distance moyenne séparant les amas de galaxies et la longueur d'onde acoustique fournit une échelle cosmologique indépendante. L'accord serré entre CMB et BAO valide le modèle lambda-CDM, mais les légers désaccords dans les détails temporels nourrissent la tension de Hubble. La valeur de l'expansion locale diverge de celle extrapolée au Big Bang. Comme un léger désaccord entre deux accords, ce décalage suggère une note manquante dans la partition cosmique. La purification du signal cosmique implique de distinguer les émissions de première main du fond diffus des contaminations locales. Les poussières thermiques de la Voie lactée, les nuages moléculaires et les émissions synchrotrons brouillent la mélodie primitive.
Les techniques de séparation de composantes, basées sur la mesure multifréquence, tentent de désenglober ces bruits, mais la frontière entre le véritable murmure cosmique et le vacarme galactique reste souvent floue. Chaque ondelette appliquée est une loupe tendue vers l'invisible. Outre la température, la polarisation du CMB, décomposée en modes E et B, offre une fenêtre nouvelle. Les modes E, produits par instant par les ondes de densité, ont été cartographiés avec succès, tandis que les modes B, plus délicats, portent l'empreinte des ondes gravitationnelles primordiales. Les expériences PolarBear et SPT-Pol explorent ces signatures, tâchant de distinguer la composante lancée, résultant de la déviation photonique, de la composante véritablement primordiale. La quête des modes B, poursuivie par CMB-S4 et LightBird, incarne l'espoir d'écouter le grondement silencieux de l'inflation. À l'horizon, la mission LightBird, conçue pour la JAXA, mesurera la polarisation du CMB à une sensibilité inégalée, balayant les fréquences critiques pour séparer poussière et signal primordial. Parallèlement, CMB-S4, réseau d'observatoires terrestres en Chine et au pôle Sud, multipliera les détecteurs cryogéniques pour affiner la cartographie. Chaque avancée promet de réduire l'incertitude, mais impose aussi une attention extrême aux effets systémiques, vibrations thermiques, micro-ondes ambiantes et interactions cosmiques. Observer un frémissement de quelques micro-kelvins dans un rayonnement vieux de 14 milliards d'années, c'est tendre l'oreille vers le berceau même de l'existence. Chaque carte de fluctuation devient une empreinte digitale, chaque point chaud un témoin silencieux des vagues originelles. Dans la contemplation de ces murmures, l'esprit se dilate, effleurant la frontière entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, où se tissent les fils de notre propre émergence. Alors que ces échos lumineux s'estompent dans la nuit cosmique, une nouvelle énigme terrestre se dessine au loin. Le point chaud de l'Atlantique Sud attend que nous plongions sous la croûte terrestre pour y dévoiler ses secrets enfouis. Dès que nous nous détournons du cosmos immense, le regard se porte vers l'intérieur de la Terre, là où la chaleur imprègne la croûte et le manteau profond. Sous la surface figée des océans, un souffle antédiluvien sourd, alimentant des volcans isolés et sculptant des reliefs invisibles. Ce point chaud, perché au cœur de l'Atlantique Sud, déjoue les cartes classiques de la tectonique des plaques. Il trace des sillons de lave et d'anomalies thermiques, comme le témoin discret d'un courant montant, un panache brûlant que l'on devine plus qu'on ne l'appréhende. L'idée même de point chaud naquit dans les années 1960, portée par John Tuzo Wilson et ses travaux sur les alignements d'îles volcaniques. Contrairement aux volcans de bord de plaques, ces singularités ne s'expliquent pas par la subduction ou l'écartement des plaques, mais par des colonnes de roches partant des profondeurs. Ce modèle a offert une clé pour comprendre la chaîne d'Hawaï, mais il en reste d'autres, plus énigmatiques encore, dont celui de l'Atlantique Sud. Là-bas, sous l'infini bleu, un panache thermique s'élève, immobile, tandis que la plaque africaine glisse lentement vers le nord. La première cartographie détaillée de la dorsale médio-atlantique mit en lumière une anomalie. Un renflement bathymétrique aligné avec un chapelet d'îles et d'élévation sous-marine. Tristan da Cunha, isolé au milieu de nulle part, en forme l'épicentre. Autour, le Walvis Ridge et le Rio Grande Rize dessinent une ligne presque continue, vestige de vagues successives de coulées basaltiques. Chaque segment de cette crête immergée est un jalon dans le temps. Les âges radiométriques indiquent que l'activité commence il y a plus de 100 millions d'années et se déplace peu à peu vers l'est, comme si la plaque se mouvait sur un foyer géologique fixe. Les relevés sismiques, outre des vagues de surface, permettent de sonder les profondeurs du manteau. Des anomalies de vitesse, traduites en tomographie, révèlent une zone plus chaude, moins dense, sous la dorsale. Toutefois, l'image demeure floue. La forme du panache s'esquisse tantôt en doigt étroit, tantôt en dôme large. Certains modèles suggèrent une source profonde, proche de la discontinuité de 660 km, tandis que d'autres l'envisagent limitée aux couches supérieures du manteau à 200 à 300 km. Cette incertitude interroge l'origine du point chaud. Provient-il du noyau ou d'une convection locale ? Sur le plan chimique, les roches associées au point chaud portent des signatures singulières. Les basaltes de Tristan et les échantillons récupérés au large de l'Afrique montrent des rapports isotopiques inhabituels. Un excès d'éléments traces lourds, une empreinte dupale et même des ratios de hafnium et de néodyme qui se distinguent nettement des basaltes de dorsale. Cette composition témoigne d'un réservoir mantellique distinct, un mélange de matériaux anciens, peut-être remonté depuis les marges du noyau terrestre.
Il rappelle que notre planète n'est pas homogène. Elle abrite des poches mémorielles, gardiennes d'une histoire géologique plurimillénaire. L'interaction du panache avec la dorsale est une danse lente et complexe. À mesure que le point chaud approche la zone d'accrétion, le magma basaltique s'ajoute à celui issu de l'écartement des plaques. Les flux de lave se mêlent, modifiant la topographie de la crête médio-atlantique. Là où l'élévation du plancher océanique est maximale, la dorsale s'élargit, s'affaisse par endroits, et des fractures secondaires apparaissent. Cet échange thermique influence la dynamique régionale. La remontée du panache peut créer un soulèvement de plusieurs centaines de mètres avant que la lourde croûte ne cède sous son propre poids. Pourtant, face à toutes ces observations, le mécanisme d'origine reste débattu. Certains géophysiciens soutiennent que de petits panaches de taille modeste, issus de la marge convective du manteau supérieur, peuvent suffire à générer le volcanisme observé, sans nécessiter un lien direct avec le noyau. D'autres préfèrent un panache profond, ancré dans le noyau externe, capable d'expliquer la longévité et la constance du point chaud. À cette question scientifique, les expériences de laboratoire recréant les écoulements mantéliques apportent des indices, mais la réplique à l'échelle planétaire demeure hors de portée. Sur le plateau bathymétrique, l'âge des basaltes diminue selon une progression quasi linéaire, validant la théorie d'une plaque glissant sur le point chaud fixe. Toutefois, des décalages ponctuels, des sauts d'activité et des épisodes de calme prolongés attisent la perplexité. Pourquoi l'activité volcanique fluctue-t-elle, parfois s'éteignant pendant des millions d'années pour renaître soudainement ? Cette pulsation géologique est difficile à inscrire dans un modèle uniforme, suggérant que d'autres facteurs, comme les changements de contraintes tectoniques ou l'approvisionnement en matière volatile, participent à cet orchestre silencieux. Les relevés paléomagnétiques offrent un autre regard. Les champs magnétiques enregistrés dans les basaltes figés racontent l'histoire du planétaire bouclier magnétique, oscillant entre polarités. En corrélant ces inversions avec l'âge découlé, on reconstitue la chronologie géologique et on met en évidence des épisodes de soulèvement et d'érosion. Les archives lithologiques révèlent même des gisements de kimberlite et de carbonatite, indices d'un manteau riche en CO2 et en composés exotiques. Aucun panache n'est identique et chacun laisse sa marque unique. Alors que les recherches se multiplient, forages profonds, relevés sismologiques à haute résolution, simulations numériques toujours plus ambitieuses, le point chaud de l'Atlantique Sud demeure un mystère fascinant. Il nous rappelle combien l'intérieur de la Terre est encore un territoire à explorer, où la chaleur façonne en silence la géographie des océans et la dynamique du globe. Au-delà de ces rocheuses de profondeur, un autre spectacle émerge, plus discret mais tout aussi envoûtant, les lueurs bioluminescentes marines, dansantes comme des étoiles sous la surface. Dans l'obscurité profonde des océans, là où la lumière du soleil ne parvient plus qu'à peine, émergent des éclats délicats, des halos phosphorescents qui dansent au gré des vagues et des courants. Ces lueurs, nées d'une alchimie invisible entre organismes et enzymes, transforment la mer en un ciel étoilé liquide. Les marins d'autrefois, glissant sous la coque de leur navire, parlaient sans doute feu de Saint-Elme sous l'eau, témoignant d'une magie naturelle qui échappait à toute prévision. Mais derrière la poésie de ces deux spectacles se tapit une énigme scientifique. Pourquoi et comment autant d'espèces marines ont-elles développé la capacité de produire une lumière froide, sans chaleur, dans un univers où chaque calorie est à compte ? La bioluminescence n'est pas un artifice isolé. Elle traverse le règne animal marin de part en part. Des minuscules dinoflagellés, invisibles à l'œil nu, libèrent une traînée bleutée lorsqu'ils sont agités par une vague ou un obstacle. À l'inverse de majestueux siphonophores, dont la longueur peut dépasser plusieurs dizaines de mètres, tissent des filets lumineux sous la surface comme autant de rubans luminescents flottant dans le néant. Les méduses abyssales, avec leurs tentacules pendantes, se parbent de motifs bioluminescents pour attirer les proies ou dissuader les prédateurs. Chaque clignotement, chaque pulsation suit un rythme propre, un code secret qui pourrait servir de langage sous-marin. Longtemps, la biologie marine tenta de copier ces mécanismes en laboratoire. Les premiers travaux, au début du XXe siècle, isolèrent la luciférine et la luciférase, molécules responsables de la réaction chimique. Aujourd'hui, ces enzymes sont utilisées comme marqueurs dans la recherche médicale. Elles révèlent l'expression des gènes, éclairent les cellules tumorales et permettent de scruter les processus biologiques en temps réel.
Pourtant, malgré cette maîtrise partielle du processus chimique, l'écologie naturelle de la bioluminescence reste un mystère. Comment ces organismes synchronisent pour que leurs éclats, comment ils modulèrent les taux de l'intensité et la fréquence. En 1835, Charles Darwin observait déjà des plantes paillettes bleues à la surface de l'Atlantique Sud lors de son voyage sur le HMS Beagle. Il nota une sorte de poussière phosphorescente, semblable à un tapis d'étoiles effilochées. Aujourd'hui, les satellites détectent un phénomène similaire nommé Milky's Seas. D'immenses étendues, de plus de 10 000 km² s'illuminent d'un blanc laiteux, comme si la mer elle-même était en flammes. Les simulateurs numériques s'avèrent incapables de prédire ces vagues de luminescence, tant leur étendue et leur homogénéité définaient les modèles de population de phytoplancton. L'origine de ces nappes persistantes, parfois visibles durant plusieurs nuits d'affilée, reste non élucidée. Les expéditions océanographiques modernes cherchent à percer ces secrets. Les véhicules téléguidés, tels que ceux déployés par la NOAA et le Schmidt Ocean Institute, plongent à plus de 4000 mètres de profondeur, équipés de caméras sensibles à la moindre variation de lumière. Les enregistrements révèlent un écosystème lumineux foisonnant. Des crevettes aux yeux géants, des poissons des abysses à tête luminescente, et même des vers tubicoles dont les extrémités s'illuminent pour attirer des microcrustacés. Chaque spécimen semble porter en lui un petit réacteur biologique, calibré pour obtenir la teinte et l'intensité idéales. Pourtant, comprendre l'utilité exacte de la bioluminescence demeure complexe. Chez certains petits crustacés, la lumière joue un rôle de camouflage. Ils projettent un éclat vers le bas, annulant leur silhouette lorsqu'un prédateur les observe depuis le dessous. D'autres l'utilisent comme leurre, un poisson lanterne, figé dans l'eau sombre, agite un filament lumineux pour simuler une proie, attirant à lui plus gros que lui. Des méduses hétéroclites adoptent un signal d'alarme, illuminant la zone lorsqu'elles sont attaquées, provoquant une onde de panique luminescente chez leurs congénères. Cette communication visuelle dans le silence abyssal reste un langage que nous ne maîtrisons qu'en partie. Au sein des lagunes côtières et des mangroves, des îles isolées s'en découvrent chaque nuit le miracle des vagues phosphorescentes. Les touristes, attirés par ces spectacles, ne se doutent pas que cette splendeur fragile est le reflet d'un équilibre écologique délicat. Les variations de température, la pollution lumineuse ou chimique et les changements de salinité peuvent altérer la densité des populations de dinoflagellés, modifiant l'intensité et la durée de la luminescence. Observer ces lumières tatébicéisiées est un privilège géologique rarissime, une fenêtre ouverte sur une biologie millénaire. Le plus mystérieux reste sans doute la question de l'évolution. Comment, dans l'obscurité totale des grands fonds, un avantage évolutif a-t-il pu être suffisamment fort pour favoriser ce métabolisme coûteux ? Certains chercheurs postulent que l'énergie nécessaire est compensée par une augmentation du taux de succès de la chasse ou de la fuite, mais les calculs énergétiques sont incertains. D'autres évoquent une coévolution avec des bactéries symbiotiques. La lumière proviendrait en partie de micro-organismes logés dans des poches spécialisées, offrant un échange mutuellement bénéfique. Le dialogue microscopique entre hôtes et symbiontes pourrait bien être au cœur de ce phénomène fascinant. Malgré les progrès technologiques, l'exploration des abysses reste un défi logistique et financier. Les rares submersibles habités, tels le Nautile ou le Alvin, offrent un aperçu limité de ces paysages lumineux. Les caméras automatisées, posées sur le fond océanique, capturent parfois des séances de lumière en solitaire, où un seul organisme s'illumine dans un silence sépulcral. Ces images, à la fois énigmatiques et hypnotiques, rappellent que la vie marine possède des trésors inouïs sous la surface. Chaque expédition renoue le fil d'une quête ancestrale, celle de comprendre la vie là où elle se cache le mieux. Dans ces lueurs bioluminescentes, nous percevons l'écho d'un monde qui vit dans l'absence de l'éclat solaire, un univers gouverné par ses propres lois. Les scientifiques patiemment enregistrent, cartographient, analysent, tout en sachant que, pour chaque réponse obtenue, 10 nouvelles questions surgissent. Cette tension entre connaissances partielles et désir d'exploration forge la beauté même de la recherche océanographique. Alors que ces lueurs sous-marines s'éteignent à l'approche de l'aube, un autre mystère terrestre se profile à l'horizon. Des champs de blé alignés en motifs parfaits, les cercles d'encens qui défient toute explication. Lorsque le soleil se couche sur les vastes plaines agricoles, un spectacle silencieux peut surgir au petit matin.
des sillons parfaits, des spirales délicates et des motifs géométriques d'une précision presque surnaturelle tracés dans les tiges de blé, d'orge ou de colza. Appelées cercles de culture, ces figures naissent souvent sous le couvert de la nuit, révélant à l'aube des arabesques dont la beauté tutoie l'inexplicable. Leur apparition soudaine, leur complexité mathématique et leur ancrage dans des champs soigneusement cultivés soulèvent depuis plusieurs décennies une question persistante. Quelle force se cache derrière ces danses éphémères dans les céréales ? Les premières mentions de formations étranges dans les champs remontent aux récits ruraux de la fin du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970 que le phénomène attire l'attention des chercheurs. Des agriculteurs au Royaume-Uni découvrent, dans la brume matinale, des cercles parfaitement formés dans leurs parcelles. Rapidement, le Wiltshire et la région de Stonehenge deviennent les épicentres de cette énigme végétale. Au fil des étés, des dizaines de figures se succèdent, de la simple couronne ronde aux motifs complexes évoquant des fractales, des anneaux concentriques ou des spirales dorées, exprimant parfois la proportion divine. L'étude de ces formations a mobilisé des botanistes, des physiciens et des ufologues, chacun cherchant une clé pour percer le mystère. Certains individus revendiquent la paternité de ces œuvres nocturnes, munies de planches et d'oxans et de cordes, et imitent avec adresse les tracés mathématiques. Ces artistes de la nuit expliquent la plupart des cercles, mais n'expliquent pas l'intégralité du phénomène. Car dans quelques sites triés sur le volet, les tiges sont couchées sans cassure, les nœuds y sont allongés et parfois éclatés, comme si une énergie interne avait chauffé la sève et étiré les cellules. Ces anomalies microscopiques définissent la simple action mécanique d'un plancheur habile. Par ailleurs, des mesures géophysiques relevées sur place suggèrent la présence de champs électromagnétiques localement élevés. Des radiomètres ont enregistré, dans certains cercles, des niveaux de radioactivité temporairement supérieurs à la normale, tandis que des boussoles se dérèglent, indiquant des perturbations du champ magnétique terrestre. Des tests menés par des équipes de terrain notent parfois un affaiblissement du sol. Les câbles de mesure s'enfoncent plus facilement dans la terre tassée, comme si la zone avait subi un compactage uniforme par une force mystérieuse. Plus troublant encore, plusieurs témoins rapportent des sensations inhabituelles lorsqu'ils pénètrent dans ces figures végétales. Certains évoquent des maux de tête, une légère nausée, voire une sensation de vertige, tandis que d'autres font état d'une étrange impression de calme ou d'euphorie. Des photographies prises au moment même de la formation montrent parfois des orbes de lumière floues, captés par des objectifs grand angle. Ces phénomènes convergents, bien que anecdotiques, nourrissent l'idée d'une origine plus complexe que la simple farce humaine. Les tentatives d'explication scientifique oscillent entre la théorie des vortex plasmaïques et celle des courants telluriques. Selon Terence Meaden, des phénomènes de plasma générés par des différences de potentiel entre roches et nuages d'orage pourraient même créer des spirales ascendantes de particules chargées, frappant le sol avec assez d'énergie pour aplatir les tiges en motifs réguliers. D'autres chercheurs, plus proches de la géophysique classique, invoquent des flux de courants côtiers, des cuirs telluriques parcourant la croûte terrestre qui, en rencontrant des variations de conductivité, génèrent des forces électromagnétiques capables de déplacer les tiges sans les briser. Les caravanes et rails de passionnés parcourent les routes anglaises chaque été, guettant la réalisation d'un nouveau chef-d'œuvre végétal. Munis de GPS, de drones et d'équipements de mesure, ils enregistrent l'évolution des motifs, la croissance du blé et la dynamique du sol. Certains collectent des échantillons de tiges au centre et en périphérie des cercles, analysant les parois cellulaires, l'épaisseur de la cuticule et la cristallisation du silicium. Ils cherchent la différence entre la vie normale de la plante et cette courbure presque chirurgicale, espérant identifier une signature chimique ou structurale unique. Lorsque le soleil se couche sur les vastes plaines agricoles, un spectacle silencieux peut surgir au petit matin. Des sillons parfaits, des spirales délicates et des motifs géométriques d'une précision presque surnaturelle tracés dans les tiges de blé, d'orge ou de colza. Appelés sakikrar. Mais cercles de culture, ces figures naissant souvent sous le couvert de la nuit, révélant à l'aube des arabesques dont la beauté tutoie l'inexplicable. Leur apparition soudaine, leur complexité mathématique et leur ancrage dans des champs soigneusement cultivés soulèvent depuis plusieurs décennies une question persistante. Quelle force se cache derrière ces danses éphémères dans les céréales ?
Les premières mentions de formations étranges dans les champs remontent aux récits ruraux de la fin du XIXe siècle, mais ce n'est qu'à partir des années 1970 que le phénomène attire l'attention des chercheurs. Des agriculteurs au Royaume-Uni découvrent, dans la brume matinale, des cercles parfaitement formés dans leurs parcelles. Rapidement, le Wiltshire et la région de Stonehenge deviennent les épicentres de cette énigme végétale. Au fil des étés, des dizaines de figures se succèdent, de la simple couronne ronde aux motifs complexes évoquant des fractales, des anneaux concentriques ou des spirales dorées, exprimant parfois la proportion divine. L'étude de ces formations a mobilisé des botanistes, des physiciens et des ufologues, chacun cherchant une clé pour percer le mystère. Certains individus revendiquent la paternité de ces œuvres nocturnes, munies de planches et de cordes, et imitent avec adresse les tracés mathématiques. Ces artistes de la nuit expliquent dans la plupart des cercles, mais n'expliquent pas l'intégralité du phénomène. Car dans quelques sites triés sur le volet, les tiges sont couchées sans cassure, les nœuds sont allongés et parfois éclatés, comme si une énergie interne avait chauffé la sève et étiré les cellules. Ces anomalies microscopiques défient bien la simple action mécanique d'un plancheur habile. Par ailleurs, des mesures géophysiques relevées sur place suggèrent la présence de champs électromagnétiques localement élevés. Des radiomètres ont enregistré, dans certains cercles, des niveaux de radioactivité temporairement supérieurs à la normale, tandis que des boussoles se dérèglent, indiquant des perturbations du champ magnétique terrestre. Des tests menés par des équipes de terrain notent parfois un affaiblissement du sol. Les câbles de mesure s'enfoncent plus facilement dans la terre tassée, comme si la zone avait subi un compactage uniforme par une force mystérieuse. Plus troublant encore, plusieurs témoins rapportent qu'on a des sensations inhabituelles lorsqu'ils pénètrent dans ces figures végétales. Certains évoquent des maux de tête, une légère nausée, voire une sensation de vertige, tandis que d'autres font état d'une étrange impression de calme ou d'euphorie. Des photographies prises au moment même de la formation montrent naître parfois des orbes de lumière floue captés par des objectifs grand angle. Ces phénomènes convergents, bien que anecdotiques, nourrissent l'idée d'une origine plus complexe que la simple farce humaine. Les tentatives d'explication scientifique oscillent entre la théorie des vortex plasmaïques et celle des courants telluriques. Selon Terence Meaden, des phénomènes de plasma générés par des différences de potentiel entre roches et nuages d'orage pourraient en créer des spirales ascendantes de particules chargées, frappant le sol avec assez d'énergie pour aplatir les tiges en motifs réguliers. D'autres chercheurs, plus proches de la géophysique classique, invoquent des flux de courants côtiers, des cuirs telluriques parcourant la croûte terrestre qui, en rencontrant des variations de conductivité, génèrent des champs des forces électromagnétiques capables de déplacer les tiges sans les briser. Les caravansérails de passionnés parcourent les routes anglaises, chaque été guettant la réalisation d'un nouveau chef-d'œuvre végétal. Munis de GPS, de drones et d'équipements de mesure, ils enregistrent l'évolution des motifs, la croissance du blé et la dynamique du sol. Certains collectent des échantillons de tiges au centre et en périphérie des cercles, analysant les parois cellulaires, l'épaisseur de la cuticule et la cristallisation du silicium. Ils cherchent la différence entre la vie normale de la plante et cette courbure presque chirurgicale, espérant identifier une signature chimique ou structurale unique. Dans les replis profonds de la Terre, sous la panoplie chatoyante de geysers et de sources chaudes, un grondement persistant résonne, comme un soupir sourd venu des entrailles du globe. À Yellowstone, ce supervolcan endormi, la surface s'anime au rythme de milliers de secousses imperceptibles, des tremblements de terre microscopiques que seuls les sismomètres les plus sensibles peuvent capter. Ces hurlements sismiques forment un chant discontinu, un bourdonnement grave et irrégulier qui interroge la nature même du panache mantélique sous-jacent et du vaste réservoir magmatique qui l'alimente. Yellowstone repose sur un point chaud mantélique stationnaire, immobile depuis plus de 2 millions d'années, tandis que la plaque nord-américaine glisse lentement vers le sud-ouest. Sous ces prairies et ces lacs, 3 caldeiras se superposent, vestiges de gigantesques explosions éruptives. Entre ces structures, un complexe système de chambres magmatiques s'étend jusqu'à 10 km de profondeur, hébergeant un magma riche en silice, responsable de la violence des éruptions plutoniennes. C'est dans ce réseau fracturé que se propagent chaque jour des milliers de secousses dont l'origine oscille entre mouvements de fluide, ajustements tectoniques et pression thermique. L'instrumentation de Yellowstone s'apparente à un orchestre de haute précision.
Des dizaines de sismomètres plâtrés sur le socle rocheux mesurent dans les vibrations du sol à la fraction de micromètre près. Les stations GPS enregistrent des élévations et des affaissements de la surface, parfois de quelques millimètres par an. Les inclinomètres décèlent des torsions de la croûte, tandis que les réseaux de forage thermométriques sondent la température du sous-sol. Ensemble, ces capteurs tracent la chorégraphie silencieuse d'un monde vivant où la chaleur tient les rênes d'une mécanique profonde. Chaque année, plus de 1000 secousses de magnitude inférieures à 2,5 sont enregistrées dans le parc, un chiffre qui bondit jusqu'à plusieurs milliers lors des swarms sismiques ou essaims de tremblements. Le plus mémorable, en 1985, a généré plus de 3000 secousses en quelques semaines. Pourtant, aucune n'a dépassé la magnitude 5. À première vue, ces événements sont mineurs, mais leur nombre et leur répartition spatiale esquissent la carte d'un dynamisme ininterrompu, reflet des flux de magma et des circulations hydrothermales. Les sismologues distinguent 102 principaux types d'événements, les tremblements de haute fréquence liés à la fracturation des roches et les événements de basse fréquence, longue période, LP. Ces derniers se ressemblent à un ronronnement prolongé, caractéristique des fluides en mouvement. Les signaux LP, détectés depuis les travaux pionniers de Frank Neuberg à Long Valley, sont fréquemment associés aux éruptions volcaniques, mais leur présence à Yellowstone, sans exutoire magmatique aérien, demeure énigmatique. Viscosité, pression de gaz, cheminement souterrain, chaque paramètre pourrait moduler ces vibrations, mais la formule exacte n'est pas encore écrite. Au sein du manteau supérieur, une zone partiellement fondue s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres cubes. Les ondes sismiques ralentissent dans ces zones de magma mash, mélange de cristaux et de liquides, révélant un réservoir complexe où coexistent roches solides et poches de magma fluide. Les essaims sismiques semblent souvent tracer des corridors étroits dans ce milieu confiné, suggérant des conduits où le magma se déplace, pulsant sous la croûte. Lorsqu'une poche se remplit, la pression augmente, fracturant la roche environnante et libérant des micro-tremblements. Pourtant, certains tremblements s'enfoncent davantage. Des Tromsnos sont des séismes de profondeur moyens, de 10 à 26 km, traduisent parfois le glissement de blocs crustaux au contact du réservoir magmatique. Plus surprenant, des événements très profonds, jusqu'à 40 km, ont été détectés loin du foyer principal. Ces secousses résonnent comme un appel venu de l'interface entre la plaque et le manteau, peut-être le vestige d'une ancienne subduction ou le résultat de gradients de température extrêmes. Leur existence suggère un dialogue ténu entre la tectonique lointaine et la vitalité volcanique actuelle. Les réseaux hydrothermaux du parc, labyrinthe de fractures inondés par l'eau, chauffés à 200 degrés Celsius et plus, constituent un autre acteur. Les variations de pression de vapeur jouent un rôle clé. Lorsque l'eau surchauffée circule rapidement vers la surface, elle peut générer des ondes de choc, provoquant des séismes de très basse fréquence. L'éruption de Steamboat Geyser, la plus puissante au monde, envoie chaque détente un grondement qui résonne dans les sismomètres comme une explosion sourde. Multipliés à l'échelle du parc, ces bruits d'amas thermiques participent à la symphonie sismique sans que l'on sache précisément comment s'articulent les contributions magmatiques et hydrothermales. Plusieurs modèles informatiques tentent de reproduire ces champs telluriques. Des simulations couplant mécanique des fluides et dynamique des roches décrivent des mouvements de magma pouvant engendrer des ondes à basse fréquence quand la viscosité et la pression varient brusquement. D'autres incorporent la compressibilité de la vapeur et l'échange de chaleur pour expliquer les tremblements périodiques des geysers. Mais aucun scénario unique ne rend compte de l'ensemble des observations. La diversité des signaux reflète probablement la superposition de phénomènes multiples, chaque site ayant son propre accent sismique. Les traces géochimiques complètent cette partition. Les analyses de gaz dissous dans les sources chaudes, rapport CO2-CHE, isotope du soufre, teneur en argile, indiquent que certains fluides proviennent de plus de 20 km de profondeur, où les roches libèrent des composés lors de la fusion partielle. La présence de radon et d'hélium-3, typique d'un manteau primitif, atteste d'un lien entre les tremblements et un apport direct de composés profonds. Ces marqueurs chimiques, mêlés aux données sismiques, esquissent un portrait à plusieurs couches d'un système complexe. L'influence des variations saisonnières et climatiques ajoute une nuance supplémentaire. La fonte de la neige printanière, l'infiltration des pluies et la baisse du lac Yellowstone modifiant la pression phréatique, altérant le poids exercé sur la croûte.
Des études ont montré que certains essaims sismiques sont plus actifs au moment de la fonte, tandis que la sécheresse accentue les mouvements de terrain. Ce cycle hydrologique, improbable sur un supervolcan, rappelle que la surface et l'atmosphère influencent, par effet de levier, la nature même des tremblements. Dans l'imaginaire collectif, Yellowstone est associé au cataclysme ultime, une méga-éruption capable de métamorphoser le climat mondial. Pourtant, l'absence de signes d'accumulation rapide de pression ou de magma superficiel calme ces appréhensions. Les hurlements sismiques, loin de préfigurer un réveil imminent, témoignent d'un système équilibré qui relâche sans cesse l'énergie accumulée depuis des millénaires. Ils sont la respiration lente d'une terre encore vulnérable et infiniment patiente. Pour le visiteur, le spectacle reste invisible. Le sol paraît immobile, la chaussée intacte, tandis que sous ses pieds, la croûte vibre à un rythme rythmé et discret. Dans le laboratoire naturel qu'est le parc, les chercheurs patinent sur des données brutes, écoutant le chant tellurique pour deviner l'évolution future du supervolcan. Chaque nouvel essaim redessine la compréhension des processus profonds, mais ajoute aussi une note au mystère. Alors que les hurlements sismiques s'estompent, laissant place à un silence presque solennel, une autre énigme émerge à l'horizon. Des étendues arides ou des cavités absences soulèvent la terre sans bruit. Les cratères silencieux de Libye nous attendent. Dans la foulée des secousses ténues de Yellowstone, notre regard se détourne de la croûte terrestre pour errer sous l'immensité des dunes libyennes. Le désert de Libye, vaste étendue de plus d'1 million de kilomètres carrés, est un royaume de sable et de roches où le vent sculpte chaque grain en silence. C'est là, sous ce manteau mouvant, que reposent d'eau crête des cicatrices fossiles, des cratères d'impact longtemps ignorés, dissimulés par l'érosion et l'isolement. Le plus célèbre d'entre eux est le cratère d'Oasis, visible à la surface grâce à sa dépression circulaire et son anneau central d'environ 5 km de diamètre, vestige d'un astroblème estimé à 18 km de large. Photographié depuis l'espace lors de la mission Apollo-Soyouz, il fut officiellement reconnu en 1969 et confirmé par l'analyse des couches de grès nubiens soulevées et fracturées autour du bassin. Chaque repli géologique raconte l'histoire d'une collision dantesque, pourtant aujourd'hui réduite au murmure d'une orbite lointaine. Pourtant, à des dizaines de kilomètres à l'est, aucune dépression visible ne trahit l'impact ancien. Les fragments de verre du désert de Libye, éclats d'une silice fondue datée d'environ 29 millions d'années, s'étendent sur plus de 6500 km² en nappes translucides sans que leur point d'origine ne soit clairement identifié. Des géologues et des planétologues peinent à concilier l'ampleur du gisement avec l'absence de cratères apparents, comme si le site de l'anéantissement s'était effacé sous le sable. En 2007, Farouk Elbaz et Eman Goneim ont mis en lumière, grâce à l'imagerie satellitaire et aux données SRTM, une formation circulaire double anneau dans la région du Gilf Kebir, baptisée Kebira Crater, longtemps présentée comme la piste la plus prometteuse. D'un diamètre hypothétique de 31 km, elle aurait pu être la source du mystérieux verre, mais l'absence de terrain fracturé et le maintien des strates sédimentaires horizontales ont rapidement écarté cette interprétation. Les expéditions sur le terrain, guidées par la promesse d'une découverte majeure, ont aussi laissé place à la perplexité. Les carottages et les études géomorphologiques n'ont révélé ni quartz fondu, ni brèche typique d'un choc hypercinétique space. Les géochimistes n'y ont pas trouvé davantage de métaux sidériftés ou de schémas de fusion profonde, signature pourtant incontournable dans tout astroblème, renforçant l'idée que la formation du verre pourrait être liée à un phénomène aérien plutôt qu'à un impact direct. Certains scientifiques proposent ainsi le scénario de l'explosion aérienne, airburst, analogue aux ondes thermiques d'une explosion nucléaire, où la météorite se désintègre avant de toucher le sol, irradiant la silice en fusion sur des kilomètres sans creuser de cuvette évidente. Cette hypothèse expliquerait l'absence de cratères uniques et l'homogénéité du verre, pourtant concentré dans un champ remarquable par son étendue. D'autres voies plus prudentes évoquent un choc multiple ou une série d'impacts fragmentés, dispersant l'énergie et les débris sur une grande surface sans générer un cratère traditionnel. Dans ce cadre, les gerbes de fragments pourraient avoir agi comme une meule céleste, fracassant la surface en microcratères et vaporisant les roches avant de fondre la silice. Les témoignages minéralogiques de rédite et de diamants formés sous pression extrême confirment l'intervention d'un processus exceptionnel mais non localisé.
Pour débusquer la trace d'un astroblème enfoui, les chercheurs ont mobilisé la géophysique des profondeurs. Des levées gravimétriques et magnétiques ont mis en évidence des anomalies circulaires, zones où la densité de la croûte diffère légèrement, témoignant d'une brèche ancienne. Les radars à pénétration de sol, GPR, ont percé le manteau de sable, révélant des structures concentriques, des faisceaux de fractures mortes pétrifiés sous des sédiments plus récents. Pourtant, l'éclairage de cette énigme reste parcimonieux. Les cratères prétendus échappent souvent à la classification comme astroblème confirmé, faute de preuves rigoureuses. Le Québira et ses voisins géophysiques demeurent non répertoriés dans la base de données mondiale des impacts. Seuls quelques sites, comme Oasis, conservent une reconnaissance formelle, alors que tant d'autres structures circulaires attendent leur verdict scientifique. Sous l'immensité de l'Ergs et l'écrin du Gilf Kébir, ces cicatrices silencieuses sont autant de témoins d'un passé violent. Érodées par le temps, ensevelies par le sable, elles définent nos instruments et notre ingéniosité. Les géologues, armés de leur patience, sondent les archives minérales, décortiquent les anomalies et traquent le moindre indice de fusion. Chaque échantillon prélevé, chaque mesure gravimétrique nourrit l'espoir d'un jour dévoiler l'empreinte d'un impact ancien. Au cœur de l'atmosphère ténue de Mars, des bulles fugitives de méthane se manifestent comme autant de soupirs d'un monde en suspens. Détectées pour la première fois depuis la Terre, ces traces s'élèvent par intermittence à des niveaux oscillant entre quelques parties par milliard et pointent 10 fois plus élevés. Leur durée, rarement supérieure à quelques jours, et leur apparition sporadique intrigue les planétologues. Comment un gaz si léger et si fragile peut-il exister, même fugacement, sous un ciel martien constant, inondé de rayons UV destructeurs ? Chaque détection est une énigme qui bouscule notre compréhension de la chimie martienne et nous invite à sonder l'invisible au-dessous de la surface rouge. Les premières observations remontent aux années 2000, lorsque des télescopes terrestres tels que le télescope britannique de l'observatoire de Mauna Kea révélèrent un excès de méthane durant l'été martien. L'instrument PFS à bord de Mars Express confirma ensuite cette présence et dévoila une variabilité saisonnière surprenante. Des pics de méthane se produisent principalement à la fin du printemps martien et au début de l'été, pour retomber brutalement ensuite. Ce schéma répétitif suggère une relation étroite entre la température, la pression atmosphérique et l'émission de bulles, mais les processus exacts restent hors de portée. Le rover Curiosity, explorant la région de Gale Crater depuis 2012, apporta des données in situ décisives. Son spectromètre tunable, TLS, identifia en 2013 une libération ponctuelle de méthane jusqu'à 7 parties par million avant un retour à des valeurs quasi nulles. Des mesures ultérieures montrèrent un cycle plus complexe. Des émissions fugitives le matin, un effondrement durant l'après-midi et parfois un nouveau pic au crépuscule. Cette variabilité diurne, jamais observée ailleurs, suggère un processus de relargage lié au cycle thermique du sol et à l'adsorption du gaz par le régolithe. Pourtant, la mission européenne ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, lancée en 2016, dévoila un paradoxe criant. Malgré une sensibilité 100 fois supérieure à celle de Mars Express, elle n'enregistra aucun méthane au-dessus de l'altitude de 10 km. Ce contraste radical entre mesures orbitales et de surface jeta le doute sur la localisation des sources et la validité des détections antérieures. Certains y virent dans la possible dilution rapide du méthane dans une atmosphère instable, d'autres l'indice d'un puits chimique universel, capable de détruire le gaz en moins de quelques heures. Du côté des hypothèses géologiques, la serpentinisation retient l'attention. Dans les roches basaltiques martiennes, l'eau souterraine pourrait réagir avec l'olivine, libérant de l'hydrogène qui, en présence de CO2, produit du méthane. Des poches de clatrate, gaz piégé dans des structures de glace, sont aussi envisagées. Lorsque la température ou la pression fluctuent, ces clatrates se décomposent et relâchent soudainement leur charge, formant des bulles ascendantes jusqu'à la surface. Ces événements, rares mais puissants, pourraient expliquer les pointes brusques observées par Curiosity. L'hypothèse biologique, bien que plus audacieuse, n'est pas écartée. Sur Terre, des archées méthanogènes prospèrent un temps dans les milieux anaérobies, libérant du méthane comme sous-produit de leur métabolisme. Sur Mars, de telles formes de vie pourraient en survivre dans les fissures profondes, à l'abri du rayonnement.
Les bulles de méthane seraient alors les soupirs d'un écosystème souterrain, libérés lors de fissurations ou de microséismes. Bien que non prouvé, ce scénario alimente l'espoir d'une vie cachée, discrète mais vivace sous la croûte froide. Le destin du méthane martien est pourtant cruel. Exposé au rayonnement UV et aux radicaux libres, il se dissout en quelques centaines d'années, voire quelques mois selon certains modèles photochimiques. Ce temps de vie étonnamment court implique l'existence de processus d'élimination rapide, mystérieux puis d'absorption encore inconnus. Des spectres de perchlorate, abondants à la surface, pourraient catalyser la destruction du méthane. La silice et le régolithe, plus réactifs qu'on l'imagine, pourraient aussi jouer un rôle de pompe chimique impitoyable. Les données de Curiosity sur l'environnement de Gale révèlent un sol riche en perchlorate, chlorure de calcium et oxyde de fer, formant un cocktail abrasif pour toute molécule organique. Les interactions entre ces minéraux et le méthane pourraient créer des réactions de surface transformant le gaz en composé plus stable ou le piégeant sous forme de substances amorphes. Cependant, la vitesse et l'efficacité de ces mécanismes ne suffisent pas à expliquer l'effondrement quasi instantané des pics détectés. Une autre piste rapproche le méthane d'une synchronisation avec les vents Steeden martiens. Les modèles atmosphériques montrent que de légers changements de pression et de température déclenchent des tourbillons locaux, concentrant le gaz dans certains secteurs. Lorsqu'un soulèvement thermique se produit, ces bulles peuvent être entraînées vers la surface et dispersées horizontalement, créant des zones de haute concentration ponctuelles. Ce processus de convection locale, combiné à la topographie accidentée, pourrait expliquer pourquoi seules certaines régions, comme Gale Crater ou Arabia Terra, révèlent des signatures nettes. La mission Mars 2020, avec son rover Perseverance, est désormais équipée pour échantillonner l'atmosphère plus finement et rechercher des biomarqueurs dans les carottes de roche. Ces capteurs de spectrométrie à laser permettront d'affiner la fréquence, l'intensité et la composition isotopique du méthane, distinguant un éventuel méthane d'origine organique d'un méthane géologique. Les résultats de Perseverance combinés à ceux du TGO pourraient enfin résoudre l'imbrication des sources et des puits, révélant un cycle martien du carbone inattendu. Au-delà de la question de l'origine, la simple présence de méthane interroge notre vision de la planète rouge. Elle rappelle que Mars, loin d'être un désert mort, est un monde dynamique, où des processus géologiques et peut-être biologiques se poursuivent. Elle invite à repenser la mission vers l'exploration habitée et à prévoir des laboratoires souterrains, à l'abri du rayonnement, pour mener des analyses en direct. Dans ce contexte, chaque bulle de méthane devient un appel, celui de percer la coquille du mystère et de sonder les profondeurs martiennes. Tandis que les bulles de méthane s'évanouissent sous l'effet des vents et des réactions chimiques, une autre énigme minérale nous attend sur Terre. La découverte récemment dévoilée de quartz géants à Madagascar, cristaux majestueux dont la formation défie toute logique géologique. Après avoir scruté les bulles fugitives de méthane martienne, notre périple cosmique nous ramène à la surface terrestre, là où la roche se façonne en formes extraordinaires. Dans le sud de Madagascar, au cœur d'un massif ancien, des cristaux de quartz émergent tels des cathédrales minérales, défiant toute mesure ordinaire. Sous un climat tropical sec, les collines du district d'Anja, marquées par des affleurements de gneiss précambrien, dissimulent des cavités remplies de veines hydrothermales. C'est ici, dans ces vides protecteurs, que la silice, transportée par des fluides chauds, a cristallisé lentement, couche après couche, sur des durées géologiques incommensurables. Les plus grands de ces quartz, parfois surpassant 10 mètres de longueur, présentent une transparence saisissante, une pureté telle qu'on imagine presque y voir danser la lumière solaire. La formation de ces géants repose sur une alchimie précise. Des fractures héritées d'anciennes déformations tectoniques ont créé des poches où la pression et la température se sont maintenues stables autour de 200 à 300 degrés Celsius pendant des millions d'années. Les fluides chargés en silicium issus de la décomposition du feldspath ont lentement saturé ces cavités. À chaque refroidissement très progressif, un film de quartz se déposait, structuré par hexagones parfaits jusqu'à bâtir des monolithes impressionnants. Toutefois, ces conditions idéales sont exceptionnelles. Dans la plupart des contextes géologiques, le quartz cristallise en quelques centimètres, voire millimètres, avant que le milieu ne devienne trop concentré ou que la cavité ne se ferme. À Madagascar, l'équilibre microstructural a été préservé. Absence de circulation brusque des fluides, faible charge en impuretés métalliques
et une pression partielle de CO2 modérée ont empêché la formation de phénocristaux altérés. Le résultat est un cristal quasi immaculé, dont les faces exhibent des arêtes régulières et des clivages d'une netteté chirurgicale. L'étude de ces quartz gît au croisement de la minéralogie et de la géochimie. Des analyses par spectrométrie laser à ablation ont permis de doser les micro-inclusions fluides piégées dans le cristal. Ces bulles microscopiques renferment un mélange d'eau, de CO2 et d'ions métalliques, vestiges des solutions primordiales. Leur composition isotopique, décal 18O, décal DD, révèle une origine partiellement magmatique mêlée à de l'eau météorique infiltrée, un mixte qui témoigne de plusieurs phases d'alimentation hydrothermale. La datation des bandes de croissance, réalisée par la méthode UPB sur traces d'uranium et de plomb, a livré une plage d'âge comprise entre 550 et 580, 510 millions d'années, correspondant à l'orogenèse de l'Indo-Madagascar. Ces âges confirment que les cristaux se sont développés durant la collision de blocs continentaux, quand la chaleur interne et la pression tectonique favorisaient l'hydrothermalisme profond. La longévité de ce milieu, préservé de l'érosion majeure, a permis une croissance ininterrompue et exceptionnelle. Des recherches récentes s'intéressent aussi aux inclusions solides. De fines aiguilles sur salis de rutile, muscovite ou amphibole parcourent à l'intérieur des cristaux, formant des fantômes fascinants. Ces empreintes minérales tracent le cheminement des fluides, indiquant des cycles de variation de température et de chimie. La présence d'amphiboles, notamment le trémolite, signale une zone de transition entre la croûte et le manteau, où la pression permet la coexistence de phases hydratées. Pourtant, malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent. D'abord, pourquoi ces cristaux atteignent-ils des proportions si colossales, alors que dans des contextes similaires, ailleurs dans le monde, le quartz reste modeste? Les hypothèses évoquent un verrouillage tectonique. Le bloc malgache aurait été isolé durant des dizaines de millions d'années, limitant l'apport de silice et évitant les sursauts de flux qui interrompraient la croissance. Mais mesurer l'absence d'événements perturbateurs sur des temps aussi longs reste une gageure. Ensuite, la pureté exceptionnelle du cristal intrigue. Les impuretés courantes, fer, manganèse, lithium, sont pratiquement absentes. Certains suggèrent une filtration naturelle par des réactions redox dans la roche encaissante, piégeant les métaux avant que les fluides n'atteignent les cavités. D'autres avancent l'idée d'un pH particulier, probablement légèrement basique, favorisant la précipitation sélective du quartz et la non-incorporation d'ions étrangers. Cette chimie fine reste à confirmer par des expériences de synthèse en laboratoire. Après avoir scruté les bulles fugitives de méthane martienne, notre périple cosmique nous ramène à la surface terrestre, là où la roche se façonne en formes extraordinaires. Dans le sud de Madagascar, au cœur d'un massif ancien, des cristaux de quartz émergent tels des cathédrales minérales, défiant toute mesure ordinaire. Sous un climat tropical sec, les collines du district d'Anja, marquées par des affleurements de gneiss précambrien, dissimulent des cavités remplies de veines hydrothermales. C'est ici, dans ces vides protecteurs, que la silice, transportée par des fluides chauds, a cristallisé lentement, couche après couche, sur des durées géologiques incommensurables. Les plus grands de ces quartz, parfois surpassant 10 mètres de longueur, présentent une transparence saisissante, une pureté telle qu'on imagine presque y voir danser la lumière solaire. La formation de ces géants repose sur une alchimie précise. Des fractures héritées d'anciennes déformations tectoniques ont créé des poches où la pression et la température se sont maintenues stables autour de 200 à 300 degrés Celsius pendant des millions d'années. Les fluides chargés en silicium issus de la décomposition du feldspath ont lentement saturé ces cavités. À chaque refroidissement très progressif, un film de quartz se déposait, structuré par hexagones parfaits jusqu'à bâtir des monolithes impressionnants. Toutefois, ces conditions idéales sont exceptionnelles. Dans la plupart des contextes géologiques, le quartz cristallise en quelques centimètres, voire millimètres, avant que le milieu ne devienne trop concentré ou que la cavité ne se ferme. À Madagascar, l'équilibre microstructural a été préservé. Absence de circulation brusque des fluides, faible charge en impuretés métalliques et une pression partielle de CO2 modérée ont empêché la formation de phénocristaux altérés. Le résultat est un cristal quasi immaculé, dont les faces exhibent des arêtes régulières et des clivages d'une netteté chirurgicale. L'étude de ces quartz gît au croisement de la minéralogie et de la géochimie.
Des analyses par spectrométrie laser à ablation ont permis de doser les micro-inclusions fluides piégées dans le cristal. Ces bulles microscopiques renferment un mélange d'eau, de CO2 et d'ions métalliques, vestiges des solutions primordiales. Leur composition isotopique, décal 18O, décal DD, révèle une origine partiellement magmatique mêlée à de l'eau météorique infiltrée, un mixte qui témoigne de plusieurs phases d'alimentation hydrothermale. La datation des bandes de croissance, réalisée par la méthode UPB sur traces d'uranium et de plomb, a livré une plage d'âge comprise entre 550 et 580, 510 millions d'années, correspondant à l'orogenèse de l'Indo-Madagascar. Ces âges confirment que les cristaux se sont développés durant la collision de blocs continentaux, quand la chaleur interne et la pression tectonique favorisaient l'hydrothermalisme profond. La longévité de ce milieu, préservé de l'érosion majeure, a permis une croissance ininterrompue et exceptionnelle. Des recherches récentes s'intéressent aussi aux inclusions solides. De fines aiguilles sur satellite de rutile, muscovite ou amphibole parcourent à l'intérieur des cristaux, formant des fantômes fascinants. Ces empreintes minérales tracent le cheminement des fluides, indiquant des cycles de variation de température et de chimie. La présence d'amphiboles, notamment le trémolite, signale une zone de transition entre la croûte et le manteau, où la pression permet la coexistence de phases hydratées. Pourtant, malgré ces avancées, plusieurs questions demeurent. D'abord, pourquoi ces cristaux atteignent-ils des proportions si colossales, alors que dans des contextes similaires, ailleurs dans le monde, le quartz reste modeste? Les hypothèses évoquent un verrouillage tectonique. Le bloc malgache aurait été isolé durant des dizaines de millions d'années, limitant l'apport de silice et évitant les sursauts de flux qui interrompraient la croissance. Mais mesurer l'absence d'événements perturbateurs sur des temps aussi longs reste une gageure. Ensuite, la pureté exceptionnelle du cristal intrigue. Les impuretés courantes, fer, manganèse, lithium, sont pratiquement absentes. Certains suggèrent une filtration naturelle par des réactions redox dans la roche encaissante, piégeant les métaux avant que les fluides n'atteignent les cavités. D'autres avancent l'idée d'un pH particulier, probablement légèrement basique, favorisant la précipitation sélective du quartz et la non-incorporation d'ions étrangers. Cette chimie fine reste à confirmer par des expériences de synthèse en laboratoire. Sous nos pieds et au-dessus de nos têtes, un bouclier invisible oscille sans relâche, protégeant la Terre des vents solaires et orientant la boussole des voyageurs depuis des millénaires. Ce champ magnétique, généré par les courants de fer en fusion du noyau externe, n'est pas immuable. Il frémit, se déplace et parfois vacille, dessinant des anomalies et des instants de turbulence qui questionnent notre compréhension de l'intérieur planétaire. La première carte du champ magnétique terrestre, réalisée au XVIIIe siècle, révélait déjà les déclinaisons, la différence d'angle entre le nord géographique et le nord magnétique, et les inclinaisons, cette bascule de la ligne de force vers le sol ou vers l'espace. Mais c'est avec la conquête spatiale que la mosaïque s'est précisée. Les satellites Ørsted, Cham puis Swarm dressèrent un tableau global, révélant des poches d'intensité plus faibles, comme l'anomalie de l'Atlantique Sud, et des régions plus puissantes sous l'Amérique du Nord. L'anomalie de l'Atlantique Sud, AAS, est particulièrement fascinante. Une zone où l'intensité locale chute de façon marquée, exposant la haute atmosphère à un bombardement accru de particules solaires. À 400 km d'altitude, la Station spatiale internationale traverse parfois cette région où les radiations atteignent des niveaux plus élevés. Cette faiblesse relative du bouclier magnétique invite à s'interroger sur la dynamique du noyau terrestre. Elle pourrait présager un renversement à venir, ou n'être qu'une oscillation passagère. Les renversements de polarité, ces moments où nord et sud magnétiques s'échangent, marquent la planète tous les quelques centaines de milliers d'années. Le dernier en date, l'excursion de Lachan, survint il y a environ 42 000 ans, lorsque le champ s'affaiblit fortement et oscilla entre deux orientations avant de se stabiliser sous la forme actuelle. Les carottages glaciaires et sédimentaires conservent la mémoire de ces inversions, inscrites dans l'alignement des cristaux ferromagnétiques. Avant qu'il ne s'inverse complètement, le champ s'amenuise souvent jusqu'à 5% de son intensité normale, laissant filtrer davantage de rayonnement cosmique. Certains archéologues ont émis l'hypothèse que cette période coïncide avec des changements climatiques ou des extinctions locales, peut-être liées à une augmentation des radiations et à des perturbations du climat. Toutefois, le lien de causalité reste incertain, et de nombreuses espèces ont survécu à ces bouleversements silencieux.
À court terme, le champ magnétique se module en secousses appelées sauts géomagnétiques ou jerks. Identifiés pour la première fois en 1969, ces changements brusques de la vitesse de variation séculaire se propagent d'un hémisphère à l'autre en quelques années seulement. Ils témoignent d'ajustements rapides du flux liquide dans le noyau, potentiellement liés à des interactions avec la frontière noyau-mantle. Ces jerks, invisibles sans instrument, sont pourtant essentiels pour comprendre la mécanique interne de la Terre. Les fluctuations quotidiennes, elles, proviennent principalement de l'activité solaire. Les tempêtes géomagnétiques, nées d'éruptions solaires, projettent des particules chargées qui déforment la magnétosphère. Les aurores boréales et australes en sont la face visible. Ces voiles lumineux dans le ciel nocturne, peintures éphémères, nées domptées de la collision entre électrons et atomes. À l'échelle planétaire, ces tempêtes peuvent induire des courants géomagnétiques dans le sol et les réseaux électriques, menaçant les pipelines et perturbant les satellites. Pour surveiller ces variations, un réseau mondial de magnétomètres terrestres et de satellites scrute sans relâche le champ magnétique. Les données de SWARM, lancées par l'ESA en 2013, offrent une précision sans précédent, mesurant à la fois l'intensité, la dérivation et la variation temporelle. Elles permettent de séparer la contribution du noyau, du manteau et des courants ionosphériques, offrant une vision tridimensionnelle du bouclier terrestre. Malgré ces progrès, de nombreuses questions demeurent. Comment les forces de Coriolis, nées de la rotation terrestre, organisent-elles les courants de fer fondus en structures stables ? Pourquoi certains panaches manteaux-noyaux influencent-ils la topographie magnétique à la surface, créant des anomalies persistantes ? Des expériences en laboratoire reproduisant la turbulence magnéto-convectrice cherchent à lever le voile, mais le gouffre d'échelle entre l'essai humain et le géant planétaire rend tout essai partiel. D'un point de vue historique, le champ magnétique a guidé les grandes explorations. Les navigateurs, faisant confiance à l'aiguille oscillante, ont traversé océans et déserts. Les explorateurs du Grand Nord observaient l'inclinaison pour estimer la latitude avant l'invention des chronomètres précis. Le champ magnétique a aussi inspiré des légendes, des récits de nord magnétiques menaçant de faire virevolter l'aiguille sans contrôle ou d'îles magnétiques attirant les navires comme un aimant géant. À l'âge des communications modernes, la prévision magnétique est devenue cruciale. Les compagnies aériennes s'appuient sur le modèle IGRF, International Geomagnetic Reference Field, pour corriger la navigation inertielle, tandis que les opérateurs de drones, de pipelines et de câbles sous-marins intègrent les variations à court terme pour éviter les courants induits. Les ingénieurs conçoivent ensemble des transformateurs résilients aux perturbations géomagnétiques, conscients que l'univers n'est jamais totalement silencieux. Des campagnes archéomagnétiques étudient ainsi les peintures rupestres ou les poutres brûlées pour reconstituer l'évolution du champ à l'échelle centenaire. En mesurant l'aimantation résiduelle dans l'argile ou le fer local, les chercheurs tracent la dérive séculaire au fil des siècles, complétant les enregistrements instrumentaux. Ces courbes historiques de l'intensité dévoilent une accélération du déplacement du pôle nord magnétique au cours du dernier siècle, passant de 15 km par an à plus de 50 km par an, un symptôme d'ajustement profond. Le déplacement accéléré du pôle magnétique, suscitant la révision des cartes géomagnétiques, témoigne aussi de la complexité des flux au sein du noyau. Les chercheurs associent cette migration rapide à un jet de fer liquide sous l'océan Atlantique, identifié par des anomalies de la variation séculaire. Ce courant fluide, d'une largeur d'environ 500 km, agit comme un convoyeur, entraînant le pôle vers la Sibérie. L'évolution future demeure imprévisible. Le champ pourrait ralentir, bifurquer ou amorcer une tendance vers une inversion lointaine. À l'opposé, certaines régions continentales voient leur champ se renforcer. Un vaste bouclier magnétique s'est formé sous la Sibérie orientale, amplifiant localement l'intensité. Ces variations, quoique subtiles à l'échelle planétaire, influencent le climat des hautes latitudes en modulant la pénétration des particules chargées dans l'atmosphère et la formation d'ozone. Le champ magnétique apparaît ainsi comme un acteur discrètement lié au cycle climatique, un fil ténu reliant l'intérieur de la Terre à la surface. Dans le domaine de la géodynamo, des simulations numériques de plus en plus fines intègrent la thermochimie et la rotation rapide.
Elle montre que les inversions sont précédées de faiblesse et de retrait de courants polaires, ouvrant la porte à un renversement. D'autres modèles suggèrent que le noyau interne solide, en croissance continue, module la géodynamique, créant des cycles de 100 000 ans. Chaque hypothèse transpose l'énigme dans un cadre nouveau, repoussant la compréhension au-delà des limites actuelles. Finalement, les fluctuations du champ magnétique terrestre sont le reflet d'une danse invisible, tissée par la fureur liquide du noyau et par le souffle solaire. Elles incarnent l'équilibre fragile d'une planète habitée, vulnérable aux caprices de son propre appareil interne et aux assauts de l'espace. Alors que ces oscillations silencieuses s'estompent, un autre balai électrisant nous attend à des millions de kilomètres. Les auréoles électriques de Vénus. À l'œil nu, Vénus se présente comme un astre immaculé, une perle brillante perchée dans le ciel du soir. Pourtant, sous son épaisse couche de nuages sulfureux, se trament et pourtant des phénomènes d'une intensité quasi cataclysmique, des éclairs intermittents, des décharges électriques qui zèbrent la haute atmosphère et résonnent comme les battements d'un cœur tourmenté. Ces aurores thermiques, captées pour la première fois par la sonde soviétique Venera 9 en 1975, rappellent que, malgré une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, Vénus conserve encore des mystères profondément électrifiés. Les éclairs vénusiens diffèrent de ceux de notre planète à plus d'un titre. Sur Terre, les décharges se propagent le long des nuages cumulonimbus reliant sol et cime orageuse. A l'inverse, sur Vénus, les étincelles semblent naître au sein même de la couche nuageuse continue, dans un balai vertical où les particules d'acide sulfurique engendrent des frottements intenses. Les sondes Pioneer Venus, Orbiter et Atterrisseur ont enregistré des signaux radio caractéristiques de décharges électriques, confirmant l'existence d'un cycle orageux vénusien qui pourtant demeure plus ténu et sporadique qu'on ne l'imagine pour un tel environnement surchauffé. Les nuages de Vénus, formés de gouttelettes d'acide sulfurique concentré, s'étendent sur une épaisseur de 30 à 40 km. À l'intérieur, les gravités relatives et les températures retorses, jusqu'à 75 degrés Celsius à l'altitude des nuages, conduisent à l'électrisation des précipitations. Les expériences embarquées à bord des atterrisseurs ont relevé des charges électriques faibles au niveau de la surface, mais plus intenses dans les couches moyennes. Cette stratification électrique crée des champs qui, quand ils dépassent un seuil critique, déclenchent des décharges transitoires. Des éclairs secrets, invisibles, depuis l'orbite à cause de l'opacité des nuages. La mission JAXA Akatsuki, placée en orbite autour de Vénus depuis 2015, a permis d'observer ces orages d'un point de vue global. Ces caméras à ultraviolet et infrarouge ont repéré des lueurs fugitives, des failles de luminosité se déplaçant à grande vitesse, attestant de la présence d'étincelles haut dans l'atmosphère. Ces flashs, bien que moins fréquents que sur Terre, suggèrent un équilibre délicat entre la convection nuageuse et la réduction rapide des charges par la dissipation. Au-dessus de chaque orage, l'air vénusien semble crier son énergie dans un souffle électrique presque silencieux. Comprendre ces aurores électriques n'est pas qu'un exercice théorique. Elles influencent la chimie atmosphérique. Les décharges forment des radicaux libres, oxygène, soufre, chlore, qui, en se recombinant, modifient la composition des couches supérieures. Ces réactions peuvent expliquer la présence de traces d'ozone localisées et de composés organiques instables. Elles façonnent également la ionosphère, couche chargée d'électrons et d'ions située entre 120 et 400 km d'altitude, modulant la propagation des ondes radio et la détection des aurores depuis l'orbite terrestre. Les modèles numériques de convection nuageuse vénusienne, couplés à la dynamique des charges, restent balbutiants. Ils doivent prendre en compte la viscosité spécifique du nuage d'acide, la turbulence engendrée par les vents zonaux atteignant 100 mètres par seconde et la dissipation rapide par la conduction thermique. Chaque simulation propose une version partielle du chaos électrique, tantôt en superposant des couches orageuses quasi stationnaires, tantôt en les envisageant sous la forme de cellules convectives migrantes. Le défi principal demeure de caler ces modèles sur des observations éparses et de pouvoir prédire la fréquence et la localisation des éclairs. Des laboratoires terrestres tentent de recréer ces conditions extrêmes. Des chambres à haute pression maintiennent un mélange de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique vaporisé soumis à des champs électrostatiques croissants, jusqu'à l'amorçage de micro-étincelles. Ces expériences ont mis en lumière des seuils de champs critiques supérieurs à ceux de l'air terrestre, jusqu'à 2 à 3 millions de volts par mètre contre 1 million de volts par mètre sur Terre,
expliquant la raréfaction des éclairs malgré une cinétique nuageuse active. Elles confirment également que la présence de particules de soufre finement dispersées facilite la formation de grêlons acides, élément clé dans la séparation des charges. Les aurores électriques de Vénus ne se limitent pas aux décharges pendant l'orage. Des observations UVA récentes suggèrent l'existence d'une lueur diffuse, un halo permanent légèrement plus brillant au crépuscule vénusien, irradiant depuis la haute atmosphère. Cette night glow, émission provoquée par la recombinaison de molécules d'oxygène et d'azote générée par la photodissociation diurne, se voit amplifiée localement au-dessus des zones orageuses, intimement liée au transport vertical des produitants de combustion lumineuse. Elle offre un aperçu de la façon dont l'énergie électrique coule et se dissipe dans le manteau gazeux. Plus éloignée dans le spectre, la Airglow infrarouge, captée par la sonde Venus Express, révèle la structure de la ionosphère et ses liens avec les explosions électriques. Les vagues d'ionisation formées quand des ondes de choc orageuses pénètrent la couche ionosphérique entraînent des manchons de plasma que l'on observe comme des arcs lumineux dans certaines bandes d'oxygène excitées. C'est là l'écho lointain de chaque éclair, une onde de choc qui résonne à la marge de l'espace vénusien, ébranlant la ionosphère jusqu'à des altitudes de 300 km. Les implications de cette agilité électrique sont multiples. Elles affectent la perte d'atmosphère, la soif solaire arrache des ions depuis la ionosphère, un phénomène accentué par les champs électriques dynamiques. Elles modulent la réactivité des molécules, influençant la stabilité des composés sulfurés et organiques. À plus long terme, elles dessinent la mémoire de l'évolution vénusienne, relucée d'énergie qui peut-être participa à la détérioration de son climat, à la perte de son hydrosphère originelle. De futures missions s'apprêtent à sonder cette étrangeté plus finement. Venus Lightning and Airglow. Caméra, VLAS, à bord du vaisseau en projet Veritas, devrait cartographier les éclairs en plusieurs longueurs d'onde, tandis que le ballon VMP, Venus Atmosphérique Manœuvrable Plateforme, flottera à 55 km dans la couche tempérée pour écouter de près les soubresauts électriques et prélever des échantillons d'ions en temps réel. Ces appareils promettent un panorama sans précédent du volet électrisant de Vénus. Dans la pénombre de ces nuées acides, Vénus nous rappelle que l'électricité est un fil ténu tissé entre les couches planétaires capable d'embraser, même brièvement, un monde entier. Ces aurores électriques ne sont pas un simple clin d'œil cosmique. Elles sont un acte fondateur, un dessin de foudre fossile qui témoigne du passé et guide vers l'avenir des planètes semblables, et dissemblables à la nôtre. Alors que notre exploration s'achève, la vie continue en silence sur cette planète de contrariété. Mais pour l'humanité, l'écho de ces éclairs vénusiens restera un appel persistant, un murmure formidable où se mêlant la fureur et le sublime.